Eh ben, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous raconter comme on est entre nous, même avec les gens en visio, bonjour à tous ceux qui sont en visio. Euh, Quand j'ai eu Vincent au téléphone, je lui ai dit quand même que j'avais pas trop envie de venir parce que j'étais profondément découragé de ce qui se passe actuellement. Alors, comme Vincent vient de vous le dire, j'ai été un directeur de service de maintien à domicile pendant 35 ans à Paris, dans le 17e arrondissement. Et c'est drôle parce que je faisais une visio hier avec, je vais un peu faire le prétentieux. Je faisais une visio hier avec une ancienne ministre avec qui je sympathise beaucoup, qui s'appelle Marianne Monchamp. Marianne Monchamp était une ministre des années 2000 qui a fait voter la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Parce qu'en général, on ne va jamais jusqu'au bout de la loi, la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, avec Marianne, qui est dans un organisme de retraite qui s'appelle le CIRP, on discutait hier effectivement de ce que c'était que l'accompagnement des gens à domicile et en EHPAD. Accompagnement aussi bien des personnes, des résidents, des fameuses personnes âgées, dont nous sommes tous, que des professionnels. Et on a fait une visio hier avec Marianne, pendant 1 heure, et c'était très intéressant parce que on partageait tous les deux le constat que les choses n'allaient pas bien aujourd'hui et que je ne veux pas vous décourager davantage, mais si on regarde les politiques publiques, que ce soit d'ailleurs dans le champ de la psychiatrie, dans le champ des soins des personnes âgées il y a 20 ans, sur un certain nombre de choses, on est en recul. Indéniablement, on est en recul. Voilà. Et notamment sur cette question de permettre aux gens de rester à domicile. Donc, je disais à Vincent que j'étais un peu découragé parce que je savais pas trop ce que j'allais vous dire, que c'était pas forcément une bonne idée de décourager davantage les gens, notamment je pense aux jeunes professionnels que vous êtes, pour un certain nombre, mais vous savez qu'on est toujours jeune. Et puis pour faire encore court, souvent en Master 2 à des gens qui ont 23, 24, 25 ans et qui rentrent dans la carrière, c'est quand même plutôt intéressant d'essayer de leur montrer qu'est-ce qu'ils pourraient faire que de dire vous pourrez rien faire. Et on discutait notamment hier avec Marianne de la prégnance des normes et du fait que les marges de manœuvre que moi j'avais comme directeur de service, j'avais un gros service dans le 17e, j'avais j'avais une équipe, j'avais 400 salariés quand j'ai fini en 2011, et on accompagnait à peu près sur l'arrondissement 1000 à 1300 personnes, des gens de tous âges, plutôt des gens très âgés, mais des gens de tous âges, donc une grosse cavalerie, parce que j'avais une équipe. Voilà, je disais hier que si on travaille pas en équipe aujourd'hui, on est foutu. Ça a toujours été vrai, ça l'est encore plus vrai aujourd'hui. Travailler en équipe, travailler en réseau. Et en fait, je vous ai amené un article qui n'est pas paru. Et je trouve que c'est un peu dommage pour une revue dont je saurais vous donner le titre, une revue de psychiatrie et de psychanalyse. Merci. Une revue de psychiatrie et de psychanalyse qui est à Besançon, qui m'a demandé, alors c'est plutôt des gens branchés psychanalyse, ma compagne est psychanalyste. Voilà. Donc vous verrez rapidement que si vous supportez pas la psychanalyse, vous êtes mal tombé parce que je travaille beaucoup par association. Alors quelquefois il y a des éléments du réseau qui sautent, mais pour moi c'est logique, il y a une association. Et j'ai oublié le nom d'une prof de psycho là. Elle m'a dit j'aimerais que vous fassiez un article pour me dire si vous pensez que les politiques publiques aujourd'hui favorisent le fait que les gens restent chez eux. On va voir que je dis tout de suite chez eux, on a beaucoup travaillé sur le chez-soi. Le domicile, c'est quelque chose d'un peu abscon par moment. On m'a beaucoup reproché, moi, de parler de maintien à domicile, qui était l'expression consacrée des années 70. Elle est sur le micro, voilà. À domicile, vous allez mieux nous entendre normalement. Bon, excusez-moi. Alors, le maintien à domicile, alors, si vous voulez, la question si on reprend, si je fais juste un petit historique, parce que je travaille beaucoup actuellement sur l'historique des politiques publiques. Le fait que les gens puissent rester chez eux, ça a toujours été vrai. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été possible. Ça veut dire, si on remonte au XVIIIe siècle,
au moment où, comme dit l'autre, la naissance du vieillard. Les historiens, la France se met à vieillir assez rapidement à la fin du XVIIIe, au moment de la Révolution, un peu avant la Révolution française. Pour des questions toutes simples, qui est important à rappeler que la mortalité infantile chute brutalement. Parce que si on veut vieillir, il faut passer 0 à 1 an. La période quand même très difficile. Et au 18e, à la fin du 18e, la France se met à vieillir. C'est intéressant parce que, si vous voulez, je trouve que la France est phobique de son vieillissement. Et ça, je l'ai beaucoup écrit. Alors que nous sommes le premier pays d'Europe à avoir permis aux gens de vieillir, ce qui est quand même un grand succès. Au premier recensement de 1860 et quelques, il y a 10% de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce qui, à l'époque, est remarquable. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on était vieillard à 60 ans en 1860 et qu'on est personne âgée aujourd'hui à 60 ans, alors que l'espérance de vie a fait des progrès phénoménaux, ce qui est un anachronisme absolument épouvantable. Si on veut parler des vieux, éventuellement, pour autant que ça ait un sens, on est sur 75, 80, 85. On n'est pas sur 60 ans. Pour l'INSEE, on est personne âgée à 60 ans. Et cette marque de personne âgée est une marque d'agisme et de ségrégation. Alors là, j'ai plein, si vous allez sur LinkedIn, j'ai plein de coups de gueule sur l'agisme et tout ça. Là, j'ai beaucoup écrit là-dessus, à la suite d'ailleurs des historiens. Et donc, quand les gens commencent à vieillir, il y a des gens qui vont pas bien, il faut s'occuper d'eux. Ça a commencé au XIIe siècle. Qui a accompagné, qui a pris en charge? On peut discuter, hein. Aujourd'hui, vous savez, il faut plus dire pris en charge, il faut dire accompagné. Ok, moi je veux bien il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, ou même pas, ils en ont pas du tout envie, mais il y a des gens, dans certaines situations, qui ont besoin d'être pris en charge. Je vois pas pourquoi subitement les mots disparaîtraient, qu'on soit prudent dans les mots qu'on utilise. Je lisais quelque chose l'autre jour, j'ai racheté un truc sur Michel Foucault. Il y a actuellement dans la revue Sciences Humaines, si ça vous intéresse, tous ceux qui sont là et ceux qui sont en visio, il y a un numéro spécial de Sciences Humaines qui est sorti cette semaine sur Michel Foucault, qui pour moi effectivement est une référence de travail. Et il est dit que Foucault avait la parole inquiète. C'est très intéressant, et que si vous connaissez sa leçon inaugurale au Collège de France, l'ordre du discours, dès que vous parlez, vous êtes dans un mécanisme de domination. Et oui. Et donc, la parole inquiète, c'est d'essayer de gommer un peu cette espèce de domination. Là qui vous parle, forcément, j'ai une emprise sur vous. Alors, vous pouvez essayer de pas m'écouter, c'est pas évident. Et ça, c'est l'ordre du discours, hein. C'est la leçon inaugurale de Foucault en 1970. Donc, un numéro là-dessus. Et donc, quand les gens allaient pas bien, jusqu'à la Révolution, qui c'est qui s'en occupe? C'est l'Église. Et c'est intéressant parce que je travaillais hier, je suis au comité éthique des paralysés de France. Et on travaille, bien sûr, je dis bien sûr, sur la fameuse projet de loi sur la fin de vie, qui agite beaucoup le réseau. Et on parlait de la collégialité. Alors vous savez sans doute que dans le monde médical, quand il y a des décisions difficiles à prendre, il y a ce qu'on appelle une collégialité, qui est l'ensemble des soignants qui, par exemple, doit prendre une décision de limitation ou d'arrêt des traitements. Hein, voilà. Et je regardais hier historiquement que la collégialité, c'est un mot qui vient de l'Église. La collégiale, c'était le rassemblement des évêques, pour dire que la religion, qu'on le veuille ou pas, elle nous imprègne encore tout le temps. Les services à domicile, le service à domicile du 19e, dans lequel j'ai travaillé, il avait été créé par les Petites Sœurs de l'Assomption, en 1957, dans le 19e arrondissement. Et donc, l'Église accompagne les gens qui vont pas bien, mais quand même déjà dans des institutions. C'est les maisons Dieu, c'est les hôtels Dieu, et puis c'est, avec la lèpre au XIIIe siècle, les maladreries. Voilà. Et à partir du XVIIIe, à partir du moment où d'ailleurs les révolutionnaires arrivent au pouvoir, si on peut dire, ils vont dire, c'est pas bien que les gens soient en institution. Les institutions, c'est un lieu de perdition. Il y a des discours, il y a des discours de la Convention contre l'hôpital, c'est un lieu de perdition et tout ça. Et donc, c'est très intéressant que la Rochefoucauld-Liancourt, qui est un duc qui a échappé à la guillotine, a créé en 1791 un comité de mendicité. Et dans ce comité de mendicité, la première décision, c'est de créer des secours à domicile et des secours d'hospice. Puisqu'à ce moment-là, vous aviez déjà deux réponses.
Les gens veulent rester chez eux, on va les y aider. Les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas, ils vont aller en hospice. Aujourd'hui, 2024, les gens, s'ils peuvent pas rester chez eux à un moment donné, s'ils sont avec des difficultés importantes de pathologie, ils vont se retrouver tôt ou tard en EHPAD, hébergement, établissement d'hébergement personnes âgées dépendantes. Grosso modo, vous voyez, entre le 18e et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup changé. Il y a ce qu'on appelle des alternatives, j'en ai dit tout à l'heure, il y a des alternatives qui sont les résidences autonomie, qui sont éventuellement les résidences seniors, qui vont être l'habitat inclusif, sauf que si vous avez une pathologie très lourde et que vous n'avez pas de famille capable, on va voir que les rôles des familles est très important aujourd'hui dans le domicile, si vous n'avez pas de famille qui peut faire le boulot, vu effectivement l'insuffisance des politiques publiques à domicile, vous vous retrouvez en EHPAD. Il y a en France aujourd'hui 620 000 personnes qui sont en EHPAD, avec des niveaux de pathologie très différents. Vous avez tout ce qu'on appelle les fameux GIR, hein, puisqu'on a une échelle qui s'appelle le GIR, le groupe iso-ressources. Les gens qui sont détériorés psychiquement, ils sont en GIR 1, 2. Après, c'est 3, 4, mais vous avez, en EHPAD, vous avez des gens qui sont en GIR 5 et 6, même s'il n'y en a pas beaucoup. On se demande au passage ce qu'ils font en EHPAD. Donc, si je vous fais comme ça un focus sur l'histoire, c'est de montrer que de tout temps, les gens ont plutôt souhaité rester chez eux. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un chez-soi. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous disent, ben non, j'ai pas de chez moi. Hein, j'ai un logement, mais j'ai pas de chez moi. Ça veut dire que je me trouve pas chez moi. Soit je me trouve en insécurité, soit mon appartement est trop déglingué, je peux plus sortir, je me sens confiné, voilà. Donc, et si je vous reparlais du maintien à domicile, c'est que en 1900, donc entre 1800, il s'est passé plein de choses. Les révolutionnaires, malgré leur souhait d'ailleurs que les gens restent chez eux, n'y sont pas arrivés. Et si vous regardez l'histoire, tout ce qu'on appelle le début du XXe siècle, j'ai une copine historienne qui s'appelle Élise Feller qui a beaucoup travaillé là-dessus. Élise Feller et Feu de ZLER, 1905-1953. 1905, c'est la première loi d'assistance, 14 juillet 1905, aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Et 1953, c'est la naissance de l'aide sociale, le code de l'aide sociale. Les révolutionnaires ont créé les bureaux de bienfaisance en 1796, qui vont devenir en 1953 les bureaux d'aide sociale, qui sont devenus aujourd'hui les centres communaux d'action sociale. Moi, je trouve que c'est très intéressant que l'histoire nous enseigne de façon assez précise pourquoi on en est là aujourd'hui. Je trouve on ne travaille pas assez sur l'histoire. Et donc, la période 1900-1945 est une période, ce que les historiens appellent l'âge d'or de l'hospice. Ça veut dire que quand vous allez pas bien, à moins encore une fois que vous ayez une famille qui peut s'occuper de vous, ce qui est, on va dire, le modèle bourgeois. On a coutume de dire, dans l'ancien temps, la famille s'occupait de ses vieux. C'est faux. C'est faux. C'est un modèle parmi d'autres. Dans les familles ouvrières, où les gens avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, comme on dit, ils avaient du mal déjà à élever leurs gamins, ils n'avaient pas la possibilité de s'occuper de leurs parents ou grands-parents. Donc cette image d'Épinal de dire aujourd'hui les familles s'occupent plus de leurs vieux, ce qui est faux, et avant elles s'en occupaient, c'est un truc que j'entends à longueur de temps, c'est faux et archi faux. Et aujourd'hui, quand vous regardez concrètement du fait de l'insuffisance des politiques publiques, quand vous regardez l'importance de l'aide des familiales et notamment de l'aide des femmes pour que les gens restent chez eux, elle est 2 à 3 fois supérieure à l'aide publique. C'est les chiffres du ministère, hein, c'est pas les chiffres de Bernard Hennuyer. L'aide, ce qu'on appelle malheureusement d'un mauvais terme, l'aide informelle des familles pour les gens qui sont à domicile quand ils sont en situation de difficulté importante, elle est 3 fois supérieure à l'aide professionnelle. C'est les chiffres de l'adresse, hein, de la direction des recherches et des études. Ça, je vous rappelle ça parce que quand je discute avec les hommes et les femmes politiques, il y a un tombereau de conneries qui racontent, ils ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, les familles et les femmes n'en peuvent plus. Elles cumulent pour beaucoup un boulot, une charge de famille, et on sait qu'aujourd'hui, dans un ménage, l'INSEE est encore passé par là, 80% des tâches d'un ménage sont faites par les femmes, que ça soit l'éducation des enfants et tout ça. Enfin, faut redire des choses comme ça. Faut redire des choses comme ça. Hein. La mécanisation du travail ménager, elle a fait gagner 5 ou 8 minutes aux femmes. Mais et les mecs, ils continuent à pas faire grand chose, y compris dans les générations jeunes. C'est les chiffres de l'INSEE. Hein. Voilà.
Donc, vous voyez, arrive l'après-guerre, on est donc sur une réponse française qui est massivement l'hébergement, et arrive, ce qui pour nous est notre Bible, le rapport Larocque. Alors, Monsieur Larocque, monsieur que j'ai rencontré, c'est bien d'être vieux, Monsieur Larocque. Donc, Pierre Larocque, premier directeur de la Sécurité sociale en 1945. C'est la naissance, vous le savez sans doute, on en parle beaucoup, le CNR, le Conseil national de la résistance, l'après-guerre, Pierre Larocque, Pierre Larocque, premier directeur de la Sécu, et en 1962, il y a un rapport qui s'appelle Politique vieillesse, qu'on appelle le rapport Larocque, qui est un rapport d'experts, dans lequel Pierre Larocque et les experts disent « Nous avons demandé aux gens qui vieillissent ce qu'ils souhaitaient. » Et vous allez me suivre sur la question du domicile. Le rapport Larocque ne parle jamais de maintien à domicile. C'est après que l'expression est venue. Il dit « J'ai demandé aux gens qui vieillissent, ils veulent vieillir au contact des autres générations. Ils veulent rester au contact des autres générations. Et pour rester au contact des autres générations, ils veulent rester dans le logement qu'ils ont. À l'époque, on avait un logement pour 20, 30, 40, 50 ans. Moi, quand j'ai fait des enquêtes dans mon service dans le 17e, il y a 25 ans, j'ai trouvé des gens qui habitaient la maison où ils étaient nés. Ils habitaient la maison où ils étaient nés. Hein, mais on va voir par rapport à ce que représente le domicile comme protection, hein, comme deuxième pot, puisque je me suis servi d'Anzieu dans l'article dont je vous parlerai là. Est-ce que le domicile est une peau protectrice, au sens d'Anzieu qui parle du mot peau, hein, j'ai repris, je pense que Didier Anzieu, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Voilà. Et c'est intéressant de voir que dans le rapport Larocque dit, voilà, les gens m'ont dit, on a des difficultés, mais on veut pouvoir rester mêlés aux autres générations, on veut rester des acteurs sociaux, on veut rester des citoyens. C'est tout le débat aujourd'hui, c'est tout le débat sur l'agisme aujourd'hui. Moi, j'entends quelque part, bon, j'ai 80 ans dans 6 mois, j'entendais le jour de quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, oh ben, nos affaires ne t'intéressent plus. Tu me répètes ça? Nos affaires ne t'intéressent plus. T'as 80 ans, t'en as rien à faire de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui permet à des gens plus jeunes de nous dire ça? Et ça, on entend ça. On est quand même, qu'on le veuille ou pas, même si je suis pas le plus mal loti, parce que j'ai eu la chance de faire des études, j'ai la chance d'avoir une retraite à peu près confortable, je me plains pas du tout, mais aujourd'hui, la vieillesse en France, c'est quand même le vieux, c'est un citoyen de deuxième zone, quand même, dans beaucoup de cas. Alors, si vous êtes une femme, c'est encore pire. Si vous êtes une femme, s'il y a une vraie question sociale aujourd'hui, et il y a une question sociale de la grande vieillesse, c'est une question de genre. Pourquoi? Parce que nous, les mecs, on a tiré le bon lot. Espérance de vie, chiffre 2023. Oui, espérance chiffre 2023. Les derniers qu'on a eu au mois de janvier. Espérance de vie des femmes à la naissance 85,4. Espérance de vie des mecs 79,5. 6 ans d'écart. Écart qui n'a quasiment pas changé depuis le fameux rapport Larocque. Hein. Au moment du rapport Larocque, il y avait 6 ans, 67 ans pour les hommes, 73 pour les femmes. On a gagné 12 ans. On a gagné 12 ans pour les femmes, on a gagné 12 ans pour les hommes. Ce qui fait que, rendez-vous compte, je fais beaucoup de retours en arrière, mais dans le rapport Larocque, on est vieux à 65 ans. L'espérance de vie a gagné 12 ans, et aujourd'hui, on est vieux à 60 ans. C'est dément. La démence, elle est là, elle n'est pas chez Alzheimer, la démence, elle est là. C'est un anachronisme. Alors, si vous voulez lire un très bon bouquin là-dessus, un bouquin qui a 30 ans, il faut lire Patrice Bourdelet. Donc, Patrice Bourdelet, Bourdelis, est un historien démographe qui, en 1993, a écrit chez Odile Jacob un bouquin qui s'appelle L'âge de la vieillesse. Et même dans la deuxième page, c'est le nouvel âge de la vieillesse. Et Bourdelet, il y a 30 ans, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette stupidité que on est vieux, plus jeune aujourd'hui qu'on ne l'était au XVIIIe siècle. Et c'est ça. C'est aberrant. Donc, la moindre des choses, Larocque 65 ans, si vous ajoutez 12 ans, on est à 77 ans. Et si vous faites un différentiel différent entre les hommes et les femmes, puisque les femmes vivent plus longtemps, les hommes sont vieux plus tôt que les femmes, alors qu'ils ont plutôt tendance à penser le contraire. Vous voyez? Et donc, mais non, mais c'est tout ça alors, je passe mon temps à écrire ça, hein. Alors, je vais faire encore une fois le prétentieux, je l'ai fait tout à l'heure avec Marianne Monchamp.
Le dernier article que j'ai fait en novembre, c'est pour la revue de l'ENA. Il y a une revue de l'ENA qui n'existe plus, il y a une revue qui s'appelle Servir. Et les rédactrices de la revue m'appellent en me disant « On fait un numéro sur le défi de l'âge ». J'ai dit « Écoutez, j'en ai ras-le-bol du défi de l'âge. J'en ai ras-le-bol. Je vois pas ce que c'est que le défi de l'âge. » J'ai dit « Moi, je vous fais un papier qui tord le cou à tout ça. » Les deux nanas m'ont appelé 3 mois après en disant « Mais on n'a jamais lu ce que vous avez écrit. » Donc c'est moi qui ouvre le numéro en disant cette phobie démographique, cette phobie de la vieillesse française, alors que nous sommes un pays où les gens vieillissent plutôt bien, il y en a ras-le-bol. C'est un fantasme complet. Bon, ça va pas changer la face du monde, mais je pourrais mettre dans ma carte de visite que j'ai écrit dans la revue de l'ENA. Bon, je dis ça de façon assez triviale, mais c'est très lourd, ça, hein, toute cette représentation sociale. Hein, j'ai fait un certain nombre. On parle encore aujourd'hui du péril vieux. Là aujourd'hui, on nous fait chier dans les journaux avec la transition démographique. Alors parlons de la transition démographique. Elle a commencé au XVIIIe siècle. La transition démographique, c'est quand la natalité quand la mortalité décroche par rapport à la natalité. J'ai dit pendant un bout de temps, les gamins ils mouraient beaucoup, et après ils sont beaucoup moins morts. Donc, et la population s'accroît, c'est ce qu'on appelle une transition démographique. On nous dit la transition démographique, elle est pour 2030. Parce que les plus de 85 ans vont peut-être pas mal, je dis vont peut-être augmenter. Parce que ça demande une prévision sur l'espérance de vie que nous n'avons pas. Parce que l'espérance de vie, contrairement à ce qu'on dit, elle est en train de stagner. L'espérance de vie a reculé de 2 ans aux États-Unis. Notamment à cause de l'obésité et de, je sais pas quoi, des opiacés, là, c'est une catastrophe. En France, l'espérance de vie des femmes, elle a quasiment pas bougé depuis 10 ans. Donc, si vous faites une projection 2050, c'est quand même une hypothèse 2030-2050 que personne ne maîtrise. On voit bien comment le Covid a fait aussi chuter. Acceptons qu'il y ait beaucoup plus de gens de 85 ans en 2050. Où est le problème? Dans quel état sont-ils? Dans quel état sera la planète? Dans quel état sera l'environnement? Et là, aujourd'hui, vous avez un truc, ça va nous coûter la peau des fesses. Quand on voit le gaspillage de fric qu'il y a, moi, effectivement, là-dessus, je tire à vue, hein. Je continue et je fais des commentaires sur LinkedIn. Occupons-nous correctement des gens aujourd'hui, plutôt que de se faire peur avec 2050. Alors, non seulement on vous dit, il va y avoir beaucoup de choses en 2050, mais pour autant, on fait rien. On fait rien, hein, et on est plutôt en recul sur ce qu'on faisait avant. Moi, ça me tue. Donc, Larocque arrive, et Larocque, effectivement, le rapport Larocque arrive, et il dit, pour que les gens puissent rester chez eux, je vais mettre des services en place. Et on a les fameuses aides à domicile, les aides ménagères de l'époque, dont celles qui les ont créées étaient les religieuses, parce que les religieuses à l'époque, j'avais tout un travail sur le 19e, les religieuses faisaient des soins à domicile, à cette époque-là, on est dans les années 50, hein, mais elles s'apercevaient que c'était bien joli de faire les soins, mais que le ménage n'était pas fait, que les courses n'étaient pas faites, que les médicaments n'étaient pas pris. Donc les religieuses, les petites sœurs de l'Assomption notamment, ont suscité les premières aides ménagères de l'époque, qu'on a appelées d'ailleurs les auxiliaires de l'infirmière. Aujourd'hui, on parle d'aide à domicile, bon, c'est un progrès auxiliaire de vie, et vous avez aujourd'hui, concrètement, en politique publique, ce qu'on appelle des SAD, avec 2 A, services d'aide et d'accompagnement à domicile, et puis en 1980, on a vu arriver les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile. Et aujourd'hui, nous, on a été un des premiers SIAD, pas moi, mon équipe, on a été un des premiers SIAD du 19e avec celui de ma compagne Thérèse Marquier, là, dans le 19e. J'étais dans le 17e, en 81, on était un des premiers SIAD. Et donc, on était service polyvalent d'aide et de soins en 2004. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, en 2024, on n'en est même pas là, parce qu'il y a tout un bordel aujourd'hui sur ce qu'on appelle les services autonomie à domicile, qui serait le fait que systématiquement, les SAD travaillent avec les SIAD. On travaillait comme ça en 2004. Moi, quand je vois qu'en 2024, on n'a même pas réussi à mettre sur pied, comment voulez-vous que je hurle pas? Je trouve ça complètement fou. Alors, il y a un décret, comme beaucoup de décrets, qui est illisible. Il y a un décret du 15 juillet 2003 qui essaie d'organiser ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de SAD, y compris depuis 1996 des SAD lucratifs. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai pas regardé.
l'émission sur Arte mardi soir, qui était une attaque en règle, à juste titre, me semble-t-il, du lucratif. Hein, il y avait sur Arte, il y avait voilà sur Corian, enfin Corian c'est plus Corian, Clariane, sur AGV, sur Orpea et tout ça. Bon. C'est intéressant parce que pour qu'on les reconnaisse pas, ils changent le nom. Alors Orpea est devenu Emis et Corian est devenu Clariane. Je trouve ça très intéressant. Mais ça reste du lucratif. Voilà. Et les services à domicile, à partir de 96, on doit ça à Juppé, ont aussi été pris en main par le lucratif, ce qui pose un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un double problème. Vous avez beaucoup plus de services d'aide à domicile que de services de soins. Donc, si on veut qu'il y ait des services autonomie, il faudra que les services de soins travaillent avec plusieurs services à domicile, ce qui n'est pas évident. Fusion, coopération, groupe GCSMS, un groupe de coopération médico-sociale, on est en plein dedans. Bon, je dis pas que c'est simple, mais je constate qu'en 2004, on était sur Paris un certain nombre à avoir des services polyvalents. C'est quand même bien parce que moi, comme directeur, j'avais barre quand même sur toutes les équipes. En matière de coordination, c'est plus facile que si vous bossez avec des infirmières libérales ou avec des gens qui ont un statut différent. Voilà, on en est là aujourd'hui. Pour vous dire qu'on n'a pas tellement progressé. Donc, ce qu'on doit à la ROC, c'est d'avoir mis en place cette idée qu'il fallait écouter les gens, que les gens voulaient rester chez eux et qu'il fallait les y aider. Aujourd'hui concrètement, où est-ce qu'on en est? Il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont des difficultés importantes de vie quotidienne. Hein. Si je prends mes fameux 60 ans et plus, ils sont 18 millions. Si vous prenez, alors on va aller jusqu'à 75, avant 75, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes avec des difficultés. Il y en a, hein, 300 000. Voilà. Après 75 ans, vous avez aujourd'hui à peu près 1 900 000 personnes qui ont des difficultés de 75 ans et plus. 700 000 ont des difficultés importantes, et notamment des difficultés psychiques, qui est sans doute aujourd'hui la question numéro 1. L'incapacité physique, on en fait grosso modo notre affaire. Et puis vous avez 1 200 000 personnes qui ont des incapacités modérées. Donc vous voyez déjà, quand on parle de... Bon, j'ai fait mon habilitation sur la dépendance, mais moi, quand on parle de dépendance, ça ne me parle pas. Dépendance légère ou lourde, non. Comme disait mon copain Alain Colvez, là, grand médecin de santé publique, INSERM, il disait, Bernard, il y a 3 niveaux. Il y a les gens qui sortent pas de leur lit tout seuls, ou de leur fauteuil. Très bien. Deuxièmement, il y a les gens qui sortent de leur fauteuil tout seuls, mais ils sont pas capables de faire leur toilette toute seule. Et puis après, il y a les gens qui sortent pas de leur domicile. Ça fait 3 niveaux, et tu rajoutes là-dessus la dimension psychique. Si la personne sort pas de son lit et de son fauteuil et qu'en plus elle est désorientée, voilà, 3 niveaux. Si vous me dites, j'ai vu une personne qui a une dépendance lourde, moi ça me cause pas. Si vous me dites, elle sort pas de son lit toute seule, il faut l'aider, elle est désorientée, il faut lui faire sa toilette, je vois beaucoup plus déjà la charge de travail. Vous voyez, les mots, alors aujourd'hui on parle plus de dépendance, on parle de perte d'autonomie. Mais c'est pire, puisque dans l'autonomie, on ne sait pas si on vous parle de la liberté de vous mouvoir tout seul ou de la liberté de prendre des décisions par rapport à vous. Hein. Et je suis désolé, mais les gériatres avec qui je me dispute quand même très régulièrement, même si j'ai, comme dit l'autre, de bons copains et de bonnes copines gériatres, les gens sont en perte d'autonomie. Les vieux sont en risque de perte d'autonomie. Putain, on est tous en risque de perte d'autonomie. Enfin, tu traverses la rue, tu te fais renverser, tu butes, t'es en risque de perte d'autonomie. Mais de quoi on parle, hein? Il y avait les personnes âgées, les PARPA. Ah, les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Bon, nous y voilà bien. Moi, je suis très en colère contre le langage, contre ce que véhicule le langage, effectivement, au niveau des représentations sociales. Donc, la ROC amène cette idée, qui va être reprise dans ce qu'on appelle le 6e plan, en disant, on va mettre en place des services d'aide professionnels, les SAD, les SIAD. Il y a un certain nombre de services aujourd'hui. Quelles sont leurs limites? Leurs limites, c'est un double problème. Triple problème aujourd'hui. Problème de trouver des gens qui veulent faire ce boulot. Deuxième problème, les former correctement. Troisième problème, les payer correctement. Quatrième problème, les reconnaître pour leur fonction sociale. Et là, on est dans le lac. Hein, il y a eu tout un... Moi, j'étais assez furieux. J'ai parlé tout à l'heure du CNR, du Conseil national de la résistance, et vous devez savoir que Macron, il a repris les initiales
pour faire la refondation. Il y a eu moi j'ai des copains qui ont travaillé pendant 6 mois avec on a changé de ministre 3 fois de suite. Je sais plus comment il s'appelait, l'autre là, le premier, ils ont travaillé pendant 6 mois sur le domicile, il en est rien sorti. Le problème aujourd'hui des SAD, c'est un problème de financement, de budget global. Moi, quand j'ai commencé mon service de soins en 81, on a été directement en budget global. Vous avez 30 personnes en soins, ça vous donne tant d'infirmières, tant d'aides-soignantes, voilà votre budget global, vous l'aurez tous les mois et on régulera le budget à l'année N+2 avec votre activité. Dans les aides à domicile, on est aujourd'hui grosso modo sur des services qui fonctionnent au tarif horaire. Ça veut dire que les services, malgré ce qu'on appelait les CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, un service d'aide à domicile aujourd'hui, il est difficile à gérer parce qu'en fonction de ton activité, tu sais pas de quel argent tu vas avoir. Je comprends pas qu'en soins, on soit en budget global en 81 et qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas en budget global en aide à domicile. C'est à l'évidence un manque de volonté politique. Voilà. C'est même pas seulement des économies, c'est le mépris. Oui, c'est de l'économie si tu veux, mais c'est aussi du mépris parce que on fait aussi des économies sur les soins. Hein. On a bien vu que le maire, dès qu'il a cherché du fric, il a pris du fric sur les vieux, il a pris du fric à la psychiatrie, il a pris du fric au handicap. Hein. Il a commencé par ça. Le fait qu'il y ait une telle distorsion, les services de soins sont financés par les ARS, les agences de santé, les services d'aide à domicile sont financés par les départements. Le fait que moi j'avais demandé que les services autonomie soient financés par un seul financeur. Et a priori l'ARS, qui est quand même un financement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 101 départements, dont la plupart ont des difficultés financières énormes. Donc, en matière d'aide à domicile, vous avez 101 politiques d'aide à domicile. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors qu'avec les ARS, tu n'as quand même que 13 régions. Donc, il y a une certaine homogénéité dans les services de soins qu'il n'y a pas dans l'aide à domicile. C'est tout ça, hein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, sur ces 2 millions de personnes qui vont pas bien, il y a 1 300 000 qui touchent la fameuse allocation personnalisée d'autonomie, la loi du 20 juillet 2001. 1 300 000, 800 000 sont à domicile, 500 000 sont en EHPAD. Donc ça, ce sont les gens aidés par les politiques publiques. Donc, une majorité des gens sont à domicile. Là, on va dire que la limite, vraiment, pour rester chez soi, à mon avis, c'est la détérioration psychique. Je ne parle pas de démence de type Alzheimer parce que mes petits copains de psychiatres que je fréquente me disent que la mienne, même si elle n'est pas Alzheimer, est bien avancée et qu'il n'y aura jamais de démence ennuyée parce que la maladie porte toujours le nom du médecin et jamais le nom du malade. La retraite, maintenant, me dit, mais c'est pas la peine, hein. De toute façon, tu ne laisseras pas ton nom sous une maladie. Ça sera le médecin qui a découvert la démence d'ennuyer qui portera ce nom. Donc, si aujourd'hui, concrètement, une grande majorité des gens qui vieillissent sont effectivement dans leur domicile ou dans un logement. On va revenir sur la question de chez soi. Regarde, si ça va pas, vous m'arrêtez, hein, parce qu'une fois que vous avez branché, voilà, une fois que j'ai branché le pilote, voilà. Vous savez, je suis un ex-marathonien, donc le marathonien, en général, le début est difficile, et puis il y a un très bon passage. Et puis après, la fin, on finit comme on peut. En général, c'est après le 30e. Vous savez, si vous savez pas, le marathon, c'est 42. Ah, j'ai fait une grande découverte hier, grâce à LinkedIn. J'ai découvert que le marathon, ah oui, j'ai découvert ça. Je vais vous faire, le marathon aujourd'hui, c'est 42 km et 195 mètres. Or, j'ai lu hier, je sais plus où, oui, sur LinkedIn, que si on regarde, vous savez, la ville de Marathon, c'est une légende grecque, puisque les Grecs avaient gagné la bataille de Marathon, et que semble-t-il un Athénien en armes a couru de Marathon à Athènes pour annoncer la nouvelle. Et il est mort en arrivant. Voilà. Comme une dame qui a fait le marathon de New York il y a 2 ans, je crois, 92 ans, elle est morte à l'arrivée. Génial. Bon. Ah ouais, mais non, mais plutôt que de traîner en EHPAD pendant 3 ans, autant, mais non, mais quant à faire, hein, voilà. Et donc, j'ai vu que ça a été remesuré, la distance entre Marathon et Athènes est de 41,8 km. Et donc, pourquoi c'est 4295? C'est parce que je sais plus en quelle année, 96, en 1908, je crois, faudrait regarder, c'est bientôt les Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques de Londres,
le roi a voulu que le marathon parte de sa résidence d'été pour finir à Buckingham. Et donc, ils ont calculé en miles et ça a donné 42 km 195 mètres. J'étais très content. Moi, je trouve que c'est des petits trucs. J'étais très content de découvrir ça. Pourquoi c'était 42? Alors, bien sûr, quand vous courez, j'ai fait le marathon de Londres il y a pas mal d'années. Les distances sont effectivement, le marathon de New York, les distances sont en miles. Parce que vous savez, enfin, vous savez pas, tous les kilomètres sont peints sur la chaussée. Comme ça, vous savez où vous en êtes de votre, j'ai fait 62 marathons. Voilà. D'où en partie, comme me dit mon ostéo, mon arthrose de hanche, là, qui me gêne un peu, pour laquelle je vais me faire opérer. Mon ostéo me dit, mais écoutez, vu tout ce que vous avez fait, je peux rien faire pour vous, quoi. Il m'a dit que la course à pied, faites attention, ça rigidifie beaucoup les articulations. Beaucoup. Voilà. Si vous faites de la course à pied, nous, on faisait pas d'étirements à l'époque. Faut faire des étirements. Je vous le dis au passage. Et si vous avez des gens autour de vous, faites attention parce que, voilà. Bon. À un moment donné, ça vous rattrape. Petit détour par le marathon. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens sont chez eux, essentiellement grâce aux familles. J'insiste beaucoup là-dessus, hein, parce que je l'ai dit et on a tous les chiffres. Vu la pauvreté, si vous voulez, la fameuse APA, l'allocation d'autonomie personnalisée, même, alors les gens on l'a pas en fonction de leur niveau d'incapacité. S'ils sont en GIR 1, ils sont complètement déglingués, GIR 1, GIR 2, ils vont avoir environ, au maximum, 2 heures d'aide par jour. Au maximum, avec le meilleur département. 2 heures d'aide par jour. Or, des gens qui sont en grande difficulté, les calculs qu'on avait fait entre nous, avec un certain nombre de directeurs de service, c'est si tu veux aider correctement quelqu'un, il faut 4-5 heures par jour. Ça, en supposant qu'il n'y a pas de problème de nuit. On viendra sur le problème de nuit. Il faut quelqu'un au petit-déj, de façon importante. Petit-déj, la toilette, mettre les gens en route. Il faut revenir au temps de midi. Il faut revenir peut-être dans l'après-midi et il faut revenir au moment du coucher. Et le coucher, c'est pas forcément 6h30 comme dans les services de soins. Il faut que ça puisse être éventuellement 10h30. Donc, on voit bien que si on veut apporter une bonne qualité et les gens il faut qu'il y ait une qualité, il faut 4-5 heures. C'est ce qu'ont les gens, un certain nombre de gens, parce que quand l'aide à domicile amène 2 heures, l'environnement amène 4 ou 5 heures. C'est ça les chiffres qu'on a. Hein, c'est ça les chiffres qu'on a. Ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, les gens, effectivement, ils ont plusieurs aides par jour avec les conjointes, puisque les mecs, ils ont trouvé le boulot, parce que non seulement ils meurent avant les femmes, mais ils sont en général, en tout cas dans notre génération, mais ça continue dans votre génération, elles sont avec des hommes plus âgés. Donc quand les mecs commencent à se déglinguer, eh ben ils ont une aide à domicile corvéable à la maison qui s'appelle la conjointe. Non mais je caricature à peine, hein, je caricature à peine. S'ils n'ont pas de conjoint, ils ont des filles, alors malheur à ceux qui n'ont eu que des garçons, ils ont des filles, des belles filles et des petites filles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une dame, puisque après 80, chez les centenaires, il y a 30 000 centenaires, il y a 6 fois plus de centenaires de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 fois plus. Donc une dame qui a 95 ans, dans un EHPAD, vous avez 95% de femmes. Une femme qui a 95 ans, elle a une fille qui a 70 ans, elle a peut-être une petite fille qui a 50 ans. Si la fille peut pas s'occuper de sa maman, c'est souvent la petite fille qui s'y colle. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement méconnu. Charge matérielle, charge financière, charge psychologique. Moi, je me souviens de gens dans mon service, de filles qui veulent me dire, vous savez, je m'occupe de ma belle-mère parce que mon mari m'a demandé de s'occuper de sa belle-mère, bien sûr, mais c'est pas tant le travail matériel, c'est une source d'inquiétude permanente. C'est une source d'inquiétude permanente. Voilà. Je me demande toujours ce qui va arriver. Et on sous-estime complètement, même au niveau financier, ce que ça représente en termes de consommation de médicaments, ce que ça représente en termes d'arrêt de travail, ce que ça représente en termes de difficultés conjugales. Hein, moi, je les entendais, les enfants, hein, qui venaient me voir et qui me disaient, et encore une fois, quand j'entends effectivement des hommes ou des femmes politiques me dire aujourd'hui les familles s'occupent pas correctement de leurs personnes vieillissantes, c'est une hérésie, c'est faux. Je dis pas qu'on peut pas me trouver des exemples, bien sûr, mais tous les chiffres qu'on a montrent que c'est faux. Et si un certain nombre de gens finissent bien leur vie dans le domicile comme ils l'ont souhaité,
aujourd'hui j'insiste, c'est pas tant grâce aux politiques. La Cour des comptes a écrit ça, hein. Bon, moi j'ai écrit ça des dizaines de fois, mais bon, si vous avez... Bon, il n'y a pas de souci, je vous enverrai mes 200 articles que j'ai dû écrire, si je suis capable, 250. De la Cour des comptes 2016, sur le maintien à domicile, le maintien à domicile est essentiellement possible aujourd'hui grâce à l'aide des familles. C'est ce que dit la Cour des comptes. Et la Cour des comptes dit le maintien à domicile, il est illisible. On a parlé tout à l'heure de l'APA, on a parlé du GIR. Les gens m'appelaient, ma maman a été girée. Monsieur, c'est quoi un GIR? C'est quoi un GIR? Vous croyez qu'on explique aux gens ce que c'est? Donc, la mesure de l'APA, le GIR, c'est une horreur pour moi. Bon, c'est une horreur. On ne peut pas définir quelqu'un à travers 10 items. Cohérence, orientation, habillage du haut et du bas. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec le champ du handicap, donc les gens de moins de 60 ans, et donc avec l'APF France Handicap. Ils ont, alors on peut en discuter, ils ont ce qu'ils appellent un GEVA, un guide d'évaluation multidimensionnelle, et puis pour les gamins, il y a ce qu'on appelle un GEVASCO, un GEVA scolaire. Hein. Moi, j'ai pas mal travaillé. Là, cette année, je dirige des mémoires dans ma fac de médecine. Je dirige le mémoire d'une neuropédiatre qui fait un boulot très intéressant. Bon, là, je sais pas où il en est de son mémoire, qu'elle doit me rendre dans 15 jours. Talia, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Alors ça fait aujourd'hui tous les journaux, c'était un article du Monde d'hier. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir mettre systématiquement des gamins en situation de handicap à l'école de la République dans la mesure où elle n'est pas prête? Et est-ce qu'il ne faut pas mieux, dans un certain nombre de cas, que les gens soient en IME, que les gens soient en ITEP, excusez-moi de ne pas décliner, institut médico-éducatif, plutôt que d'être à l'école de la République où ils sont avec tout le monde, mais finalement on s'occupe pas d'eux, parce que premièrement les locaux sont adaptés, deuxièmement les profs sont pas adaptés, troisièmement voilà. Et elle est en train de faire tout son travail là-dessus en me disant, les parents, elle consulte beaucoup, les parents me demandent systématiquement d'essayer de mettre leurs gamins à l'école de tout le monde, et par moments ça me pose des questions d'éthique, de savoir comment je peux leur dire que peut-être c'est pas une très bonne chose et qu'il faudrait qu'ils acceptent qu'il soit plutôt en institut spécialisé parce qu'il aura plus de chances de progresser. Je trouve très intéressant le mémoire de Talia, sur lequel on a beaucoup discuté. Et il y avait une grande page du Monde hier sur justement la fameuse inclusion, hein, puisque vous savez qu'on parle d'école inclusive. Écoutez, je vous ai déjà dit plein de choses dans tous les sens. Voilà, j'ai essayé de mettre le truc. Donc, les gens sont massivement chez eux aujourd'hui. Les services professionnels sont en difficulté et pour l'instant ça s'arrange pas. Il y a effectivement toujours la réponse possible qui est la réponse EHPAD. Je rappelle que sans critiquer les EHPAD, les gens ne veulent pas rentrer en EHPAD. Alors on a critiqué les EHPAD lucratifs. Moi j'ai beaucoup de mes anciens étudiants qui sont directeurs ou directrices d'EHPAD. Les gens font comme ils peuvent. Je pense que le boulot de directeur d'institution est très compliqué, honnêtement très compliqué. Je ne leur jetterai pas la pierre. Il y a des EHPAD qui fonctionnent très bien. Simplement, dès que vous avez 60, 70, 80 personnes, c'est difficile de faire du cas par cas. Et le domicile, c'est ça. Alors, l'alternative, si on peut dire aujourd'hui au domicile, c'est pour des gens qui sont pas trop dégradés, c'est ce qu'on appelle les résidences autonomie, les anciens foyers logements, qui peuvent prendre des gens en GIR 4, qui peuvent prendre des gens qui ont certaines difficultés, éventuellement les garder jusqu'au bout, c'est pas sûr. Vous avez aujourd'hui, alors là, toujours du côté du fric, ce qu'on appelle les résidences seniors, qui sont quand même, moi, ce que j'appelle des pompes à fric, qui visent la classe moyenne et dont vous n'êtes pas sûr qu'ils vous le garderont si vous vous dégradez, parce que c'est ça le problème. Hein. Attention au règlement intérieur. Et vous avez une réponse, mais aujourd'hui qui ne peut pas être la réponse, mais une réponse qui se développe dans ce qu'on appelle l'habitat partagé accompagné. L'habitat inclusif. Bon, inclusif, ça ne veut pas dire grand-chose. Accompagné, partagé, inséré dans la vie locale. Alors, moi, je travaille beaucoup là-dessus, avec une fédération qui s'appelle HAPA, le réseau HAPA, Habitat partagé accompagné. Je pense, là, j'avais, il n'y a pas très longtemps, sur LinkedIn, un de mes copains gériatres que j'aime beaucoup s'appelle Alain Smag, qui a créé à Buc un domicile collectif pour des gens atteints de démence, de type Alzheimer.
Ils ont rénové une grande villa dans la ville de Buc, qui est pas loin de Versailles. 8 personnes et avec des incapacités modérées. Et vous savez qu'Alzheimer, il y a tous les stades. Et il m'a dit que jusqu'à maintenant, il n'avait pas été obligé de... Ça fait 4 ans qu'il a ouvert sa maison, la maison des sages. C'est grosso modo compétitif avec le prix d'un EHPAD. Hein, et il m'a dit, je n'ai été obligé de transférer personne. Ça veut dire qu'il y a des gens déjà qui sont décédés parce que la grande question, si vous quittez votre domicile, ce qui est quand même lourd pour un type d'habitat, autre, est-ce que vous allez pouvoir y rester jusqu'au bout? C'est la vraie question. Et là, on n'a pas assez de recul. L'habitat inclusif, il se développe depuis une dizaine d'années, et l'habitat inclusif, il convient pas à tout le monde. Moi, je me méfie des politiques publiques qui disent voilà la solution. D'abord, les vieux, c'est pas un problème, donc on cherche pas des solutions, on cherche des réponses possibles, des réponses qui correspondent à ce que souhaitent les gens. Alors, on va juste revenir sur la question du chez-soi. On a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec le roi Merlin. Il se trouve que le roi Merlin a une fondation qui s'appelle le roi Merlin Source, et que pendant 10 ans, on a travaillé sur la question du chez-soi. Qu'est-ce que c'est quoi votre chez-soi? Est-ce que vous avez un chez-soi? On a posé la question à tout le monde. Il y a des gens, je me souviens, une jeune femme, trentaine d'années, elle me dit, je m'aperçois que j'ai jamais eu de chez moi. Je vis en couple, mais j'avais pas de chez moi, chez mes parents, et là, je me sens pas chez moi. Bon, bonjour. Il y a des gens qui ont des appartements dégueulasses. Oui. Oui, non, mais c'est intéressant. Tu me fais poser une question que je m'étais jamais posée. Là, il y a, c'est pareil, ça revient chez vous. Il y a 3 ans, j'ai dirigé le mémoire d'un interne en psychiatrie sur le syndrome de Diogène. Qu'est-ce qu'on fait dans une équipe de psychiatrie avec un syndrome, excusez-moi, avec une personne qui est dans un taudis qu'on appelle dans le jargon un syndrome de Diogène? L'équipe de psychiatrie se divisait sur ceux qui voulaient absolument faire quelque chose et ceux qui voulaient rien faire. Ça vous rappelle sans doute des choses. Et Augustin a fait un très très bon mémoire là-dessus, c'est super. Donc, il y a des gens qui vivent dans des conditions que nous, à nos yeux, nous trouvons insupportables. Eux, plus ou moins, ils se sont construits là-dedans. Dans leur deuxième peau, c'est ça. Moi, je me souviens, j'ai fait des visites quand j'étais je me souviens d'une dame dans le 13e arrondissement. Elle vivait dans des piles de cartons. Ça veut dire, vous aviez un appartement qui était rempli de cartons. Il y avait des couloirs, des rues. Alors, elle dormait dans son fauteuil. Bien sûr, je vous dis pas, les draps n'avaient pas été changés depuis. Elle se débrouillait pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous rentrez là-dedans? Là, j'ai vu vraiment des appartements dégueulasses. Donc, la notion de chez soi, elle est extrêmement relative et ça dépend effectivement depuis combien de temps les gens vivent là-dedans. Et c'est là que je me servais dans les yeux, et dans l'article qui va sortir quand même un de ces jours, en montrant que il fallait être Moi, je me souviens chez les petits frères, hein, on a fait quand même. Alors oui, je vous ai pas dit dans ma carrière, j'ai été ingénieur au début, puis après j'ai quitté mes réacteurs nucléaires en 68, et j'ai fait 5 ans de permanent chez les petits frères des pauvres, chez lesquels j'ai appris beaucoup de choses. On faisait beaucoup de nettoyage d'appartements, pour pas dire des démerdages d'appartements. On est en 70, hein. Dans le 11e arrondissement, j'ai vu des taudis comme tu peux pas imaginer, hein. Comme tu peux pas imaginer. Ça existe encore. Ça existe encore. Mais ça a été une très bonne école pour moi. Et nous, on croyait bien faire de mettre les gens de mettre tout propre. Et on faisait mourir les gens. On s'est quand même dit, ça pose problème. Donc, cette question de repère, cette question de c'est quoi ton chez toi, est-ce que chez toi, est-ce qu'aujourd'hui, un gamin de 18 ans, son chez soi, c'est son ordinateur ou son smartphone, la question, c'est ça. Et la question qu'on doit se poser chaque fois qu'on rentre chez quelqu'un, je dis bien qu'on rentre et qu'il y a quelque part de l'intrusion, même avec la meilleure volonté, c'est, je rentre, alors, je sais que ça c'est votre boulot quotidien, quand vous faites des visites à domicile, il y a des gens qui vous ouvrent pas leur porte, il y a des gens qui vous entrebâillent la porte, là, hein. Pour qui on travaille quand on fait ça? Pour qui on travaille, hein? Est-ce qu'on travaille parce que l'hygiène de la ville de Paris vous a demandé que cet appartement il faisait des ordres, ou est-ce que les voisins en ont ras-le-bol des odeurs et qui vous demandent de virer la personne? Bon, tout ça on connaît bien. Tout ça, c'est des questions extrêmement difficiles à régler
Parce qu'on ne peut pas non plus incommoder tout un voisinage parce qu'il y a une personne qui veut rester chez elle. On est sur des questions éthiques, pour le coup. Hein. Vous savez que les questions éthiques, par définition, c'est des questions qui n'ont pas de bonne réponse. Voilà, au moins on sait. Comme dit mon copain Eric Fiat, grand philosophe de l'éthique, de toute façon, dès que tu es dans l'éthique, il y a du drame. Et la réflexion éthique, elle permet justement d'essayer un peu de dédramatiser, en sachant qu'on est quand même dans la fin de vie, c'est cette question-là. Hein. Est-ce qu'il faut, moi je vois tout ce qui sort actuellement, je voyais hier, enfin bon, ce qui se passe actuellement me paraît assez redoutable, personnellement. Hein. On en discute beaucoup avec l'équipe du labo, là. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, c'est dramatique. Hein. C'est fou, hein, qu'on puisse, c'est fou. Donc voilà, j'ai refait un petit complément, mais plein de choses dans tous les coins. Hein, c'est moi, je travaille comme ça, le patchwork. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous vous y retrouvez ou pas? Dites-moi. C'est délirant complètement, un peu, beaucoup, pas du tout. Non, mais pas du tout, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques interventions autour de la notion d'éthique. Il y a Cyril, justement, qui oui, parlait un peu de ces enjeux-là, mais on y revient sans cesse. Et effectivement, je crois que c'est cette question d'éthique clinique, la situation que tu soulevais, tu rentres chez quelqu'un, tu as un pouvoir au milieu des cartons, et en fait, tu peux estimer qu'elle s'en sort pas mal. Oui. Et qu'est-ce que tu en fais? Et c'est aussi, tu vois, quelque chose, moi, dans le travailler ensemble, il y a aussi cet enjeu éventuellement, alors, dans mon expérience personnelle, d'instrumentalisation là-dessus. Comme en tant que psychologue qui allait au domicile des personnes âgées, on m'a souvent demandé de persuader la personne d'accepter qu'on s'en a pas. Bien sûr. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà, donc tu as ce truc, et finalement, moi j'ai pu observer ça, c'est comment petit à petit, alors dédramatiser, moi j'aime bien, comment on rentre un peu dans quelle est la vie de cette personne, à quoi ça ressemble, et on va avec ça. Et c'est un boulot, on n'a pas toujours la disponibilité psychique de le faire en fait. Comme tu parles, je trouve ouais, j'aime bien que tu parles parce qu'on parle souvent de disponibilité de temps, mais c'est pas tant ça. On s'aperçoit, on est tous comme les autres, on s'aperçoit qu'on a des schémas, qu'on le veuille ou pas, et que pour déconstruire nos schémas, ça prend du temps, toi. Et moi, cette notion de disponibilité psychique, tu vois, moi, quand je vois tout ce qui se raconte, les idées reçues dans le champ des vieux, comment tu veux que les professionnels ne soient pas, qu'ils le veuillent ou pas, influencés par tout le discours dominant que tu entends partout. Ça demande une vigilance quotidienne que tu peux pas avoir à un moment donné. Tu vois, tu peux pas avoir cette vigilance. Tu peux pas. Moi, je m'entendais dire comme directeur de service des conneries, mais je me disais, c'est pas toi qui dis ça, quoi. Effectivement, il faut convaincre votre maman. Oui, tu dis à la fille, bah, il faut convaincre votre maman qu'elle entre en EHPAD, enfin des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Je dis, mais c'est pas toi qui dis ça. Mais oui, on se surprend beaucoup. Et là, on a besoin d'une équipe pour être vigilants les uns pour les autres. Hein. Ça passe beaucoup par la formation des équipes. Oui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, là, je fais un boulot en psychiatrie du sujet G, et on voit bien, par exemple, pour certains de nos jeunes, qu'on est en train de revenir sur ce que ça avait, on est en train de dire que c'est un trouble du comportement, c'est problématique, il faut vraiment prendre d'abord la personne, et ça passe par une visite à domicile, donc du temps, et pas forcément une réponse. Et ça, à l'époque, il y a peut-être 10 ans, on n'entendait pas déjà des appels, mais ça passe par la formation. Tu fais le DI de Corentin Selton? Oui. Je ne suis pas intervenu cette année, j'y intervenais tout le temps et je ne suis plus intervenu cette année. Je suis plus, non, mais je n'en suis plus intervenu cette année. Je faisais cours sur la présentation sociale. Il est, non, mais moi, on revient sur des choses, on voit bien que ça évolue et on parle d'histoire, on prend et les mentalités, sont vraiment en train de changer et ça passe par la formation. Et nous, derrière, on doit faire en sorte et tu vois, sur ce que tu dis l'an dernier, quand j'ai fait cours, j'avais demandé, il y avait 30 personnes, j'avais demandé, donnez-moi 1 ou 2 mots en face de personnes âgées. À 90%, tous les mots étaient négatifs. Et c'est impressionnant. De soignants, 90%. Et j'ai refait la même chose à Bourg-en-Bresse au mois de novembre, idem. Mais c'est fou. Les professionnels, hein, pour dire que toi, les influences. Tous les mots étaient négatifs. Forcément, la personne âgée, c'est perte d'autonomie, c'est détérioration, Je suis d'accord sur la position
rapide. Après, bon, il y a un point parce que forcément, je travaille dans une équipe de psychiatrie du sujet âgé, et nous, on prend à partir de 60 ans. Alors, c'est la question, parce que deux équipes veulent prendre 75, sauf que je travaille en 93. Au-delà de la pathologie psychiatrique, au-delà du vieillissement de la personne, il y a aussi des problèmes sociaux, des précarités qui accentuent le vieillissement. Et qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de prendre à partir de 60 ans, parce qu'entre 60 et 75, qui sont les premières entrées en gériatrie lorsqu'on a des ben, il y a un lien. Il n'y a pas de solution. Oui. Donc, quand on fait du domicile et que nous, on sait bien que 60 ans, c'est pas l'âge le plus vieillissant. Mais si on n'ouvre pas cette porte-là, on laisse des gens, sur le carreau. Mais c'est aussi un peu des risques de la retraite. Oui, c'est ça. C'est des changements de statut. Non, mais je te critiquerai pas là-dessus. Je critique l'INSEE qui dit les personnes âgées, c'est 60 ans. Mais si je critique l'INSEE. Non, mais si tu veux, on discutait tout à l'heure avec toi, je m'oppose aujourd'hui à une loi grand âge. Je m'oppose à une loi grand âge qui est demandée. Parce qu'une loi grand âge, c'est agiste. D'abord, le grand âge, j'aimerais qu'on me le définisse, et on suppose que toutes les personnes de grand âge, si tu veux, quand tu prends une limite d'âge, comme disait Bourdieu, c'est une manipulation. L'âge est une donnée biologique socialement manipulée, manipulable. Bourdieu, 78, la jeunesse n'est qu'un mot. Bon, article Princeps. Si tu prends l'âge comme facteur de déterminant de la personne, t'es à côté du lac. Que à 60 ans, comme tu dis, t'es des gens qui cumulent une scolarité difficile, une vie difficile, un logement difficile, oui, il y en a qui le cumulent à 20 ans ou à 18 ans. Ce que je comprends pas dans la loi grand âge, c'est que au moment du Covid, d'ailleurs à ma grande surprise, la France a voté une 5e branche de sécurité sociale qui s'appelle la branche autonomie. Loi du 7 août 2020. La France, le Parlement a dit on s'engage à créer une branche autonomie. J'ai vérifié ça à la suite d'un de mes étudiants, là, décret du 1er décembre 2021, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est habilitée à gérer cette branche de sécurité sociale qui doit accompagner les gens, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau d'incapacité. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est ça ma question. Pourquoi elle fonctionne pas, cette branche de sécurité sociale? À ce moment-là, tu romps avec la question de l'âge. C'est pas tant la question de l'âge que de la situation globale, effectivement. Et cette personne, elle rentre dans le cadre de la branche autonomie. Or, je ne comprends pas que y compris Elisabeth Borne avait promis une loi grand âge, alors qu'il y a une CNSA qui a un budget de 40 milliards, c'est sans doute insuffisant. Et celui qui est passé à la Seine-Saint-Denis, Stéphane Corbin, que je connais bien, était directeur adjoint, et j'en ai discuté avec Marianne Monchamp, qui était l'ancienne présidente de la CNSA. Pourquoi les pouvoirs publics ne font pas fonctionner beaucoup mieux, correctement, cette branche de sécurité sociale? Voilà. Et moi, j'aimerais avoir une réponse politique, je l'ai pas. Et donc, ta situation, elle trouve sa place. Tu comprends? Sachant qu'il y a aussi cette question des difficultés d'autonomie liées à la vie psychique. Pour faire très générique, très large, et en théorie des ensembles, là, t'es large. Moi, j'ai toujours pensé, mais je sais pas, parce qu'en fait, finalement, j'ai jamais convaincu dessus. C'est ma représentation, et je suis resté dessus, que, en fait, c'était très difficile, et notamment les évaluations à part pour les personnes qui sont c'est un cauchemar, on le sait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe au quotidien et ce qui est possible parce qu'il y a la personne qui vient faire l'évaluation, tu sais qu'il y a un gap. Donc moi, j'ai de temps en temps briefé des patients. Oui. Préparé. Oui. Le girage. Mais du coup, tu as ce truc, moi j'ai toujours pensé que les difficultés d'autonomie liées à la vie psychique, les pouvoirs publics ne voulaient pas trop s'en occuper parce qu'il y avait l'espèce de peur d'une fraude, que les gens allaient faire semblant, quoi. J'ai toujours ça en tête. Non, mais tu veux, ce que tu dis, c'est, alors, ce que tu dis, moi, c'est quelque chose qui me chiffonne profondément. Il se trouve qu'on a fait, je vais faire de la publicité pour l'Allemagne. Il se trouve qu'on a fait, il y a 3 ou 4 ans, pour la CNSA, donc pour la Caisse de solidarité, on avait fait un voyage d'études en Europe sur des questions comme ça de domicile, comment font nos voisins étrangers. On a été aux Pays-Bas, où bien sûr on a été voir le fameux modèle de Buurtzorg, des soins de proximité, bon, qui est une réponse intéressante. On a surtout été en Allemagne, puis après on a été en Suisse.
Mais en Suisse, le niveau du fric change quand même beaucoup les données. Voilà. On a été en Allemagne. Moi, ce que tu dis, j'ai vu en Allemagne un pouvoir politique, des équipes qui, a priori, font confiance aux gens de terrain qui font pour le mieux. Cette défiance systématique française, moi, elle me sort par les yeux. Tu comprends? Quand tu avais des contrôles financiers dans ton service, a priori, on venait te dire que tu dépensais à tort les deniers publics. Et merde. Et ce que tu dis, c'est fou parce que du coup, ça nous amène à des réflexes complètement fous, tu comprends? Et moi, j'avais été quand même frappé de ce qu'on a vu en Allemagne, de cette confiance a priori, que ce soit au niveau des Länder, hein, ou au niveau d'une ville, ou au niveau d'une confiance a priori des politiques qui ne savaient pas trop ce qui se passait sur le terrain, de faire crédit aux gens de terrain qui faisaient au mieux de ce qu'ils pouvaient faire. On peut pas s'en sortir sans la confiance, écoute. On peut pas s'en sortir. Le plan Juppé, hein, l'idée c'était on va limiter le nombre de médecins. Mais non, mais oui. On voit bien, aujourd'hui, je le disais, aujourd'hui vous entendez, c'est le discours du Rassemblement national. Il y a des gens qui recourent à des prestations. On sait qu'il y a beaucoup plus de non-recours que de... On le sait, il y a des sociologues qui ont bossé là-dessus. On a fait avec un copain l'autre jour, on a regardé, il y a à peu près 20 à 30% des personnes qui pourraient avoir l'APA qui la demandent pas. On a fait les calculs. 20 à 30% de non-recours. Bon. Et après, t'as l'autre qui te dit, ouais, t'as tous les étrangers qui ont des cartes vitales falsifiées. Non, mais c'est vrai que, il y a de quoi, enfin, moi, je suis devenu enragé, hein, vieillissant, hein. Mais, non, mais il y a de quoi être enragé de voir. Et ce que tu dis, ce manque de confiance, effectivement, dans des situations vraiment difficiles, on fait pour le mieux, mais on fait des conneries. Forcément. Mais forcément. Alors, on va prendre les questions de nos collègues qui sont à distance. Donc, la première vient de Margot. Je commence par la précaution qu'elle a prise à la fin. Je dis, c'est pas dramatique si j'ai pas de réponse précise. C'est très gentil de terminer par ça. Merci beaucoup. Donc, elle dit, si l'habitat inclusif est alternatif au service à domicile, en quoi l'accompagnement des personnes accueillies est différent d'un EHPAD? Ça, c'est quand tu parlais tout à l'heure. Oui. Cela doit soulager les familles sur le plan psychique de savoir leurs proches dans un domicile collectif, mais est-il médicalisé sans être surmédicalisé? De même, de quelle façon peut-on orienter les familles vers ces solutions alternatives, entre guillemets, avant qu'il ne soit trop tard pour le proche dépendant? Il y a ça aussi. C'est vrai que comme les gens rentrent dans l'institution le plus tard possible, mais souvent très tard, ils relèvent plus dans l'état que quelque chose d'aménagé et de souple. Qu'as-tu à en dire? Ben, d'abord que c'est une très bonne question. Si, la réponse, on est quand même, la réponse, on la connaît quand même, c'est que une grande différence entre l'EHPAD, les gens, grosso modo, à 90%, n'ont pas choisi d'y rentrer. L'habitat inclusif, c'est pas les enfants qui vont mettre leurs parents en habitat inclusif. L'habitat inclusif n'a de raison d'être que s'il a été conçu par les gens qui vont y habiter. Ce qui suppose effectivement un certain nombre de capacités que tout le monde n'a pas. La plupart l'habitat inclusif aujourd'hui, comme on dit, c'est la notion d'inclusion, c'est les gens qui donnent, qui construisent la réponse dont ils ont besoin. Donc, il y a une question aussi de nombre. Un habitat inclusif aujourd'hui, c'est grosso modo entre 8 et 10 personnes. Une des questions centrales de l'EHPAD, sur laquelle il bute, c'est la question de la taille. Si tu avais des EHPAD avec 10 personnes, alors la différence que je fais, effectivement, c'est qu'un EHPAD va être plus médicalisé et que les habitats alternatifs ne sont pas médicalisés. Simplement, les habitats alternatifs peuvent avoir les services, des services de soins locaux, mais il n'y a pas, dans les habitats alternatifs, il n'y a pas systématiquement d'infirmières ou de personnel comme ça. Ce qu'il peut y avoir dans une résidence autonomie. Donc, une question de taille. Un habitat alternatif, c'est garder une dimension conviviale. Moi, j'ai des copains qui dirigent, notamment dans une petite ville de la Nièvre qui s'appelle Prémery. J'ai un copain qui dirige un EHPAD de 30 personnes. Un EHPAD de 30 personnes, tu peux le diriger de façon beaucoup plus intelligente que si tu as un EHPAD de 90 personnes. Pour des questions d'organisation, hein. Donc, question de taille, mais surtout, et effectivement, aujourd'hui, ce que tu dis très bien,
beaucoup de gens ne vont rentrer en EHPAD qu'au dernier moment. Et d'ailleurs, c'est souvent pas leur choix, c'est le choix des enfants ou le choix du médecin. Dans les habitats inclusifs, aujourd'hui, les gens ont, quand ils se mettent ensemble, 60, 70, 80 ans. Bon, mais je sais, j'ai travaillé. Alors après, ça dépend. J'ai travaillé avec Habitage. Habitage, c'est une association qui est à côté d'Angers, avec une de mes copines là, que j'ai rencontrée justement en Allemagne, Vanessa. Dans un petit, c'est intéressant, dans un petit village de 800, la maman de Vanessa, sa grand-mère est partie en EHPAD. Et Vanessa a été très traumatisée par le départ de sa grand-mère. Et avec son mec, dans un petit village qui s'appelle Fontaine-Guérin, 800 habitants à 20 km d'Angers, avec son mec et d'autres, ils ont retapé une grande longère du village et ils ont proposé à 4 personnes d'y entrer. Dont une dame de 90 ans, avec qui on a beaucoup discuté, qui m'a dit, bah, tu vois, j'avais une grande maison, ça devenait dans le village, et j'ai préféré, donc, je suis dans une grande longère avec mon appartement privatif, mais je suis avec 3 ou 4 autres personnes. L'idée, tu vois, c'est on partage quelque chose. La logique de l'EHPAD, moi j'entendais l'autre jour quelqu'un que j'aime pas du tout, je vais pas citer son nom, un gériatre, disant il faut plus médicaliser les EHPAD. Non, si tu médicalises les EHPAD, t'en fais un hôpital. On dit l'EHPAD c'est un lieu de vie. Alors effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des transferts. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens qui sont en EHPAD, il faut qu'ils retournent à l'hôpital. Sinon, tu es obligé de faire de l'EHPAD un hôpital et d'avoir un plateau technique qui va servir à très peu de gens. Et la difficulté aujourd'hui, et alors on est bien d'accord pour beaucoup de directeurs d'EHPAD, ils veulent, directrices, ils veulent que ça reste un lieu de vie. Du coup, les gens se plaignent, les gens n'auront peut-être pas la même qualité de soins. Ouais, on peut discuter de ça. Et effectivement, les habitats inclusifs, pour moi, c'est pas un lieu de soins, proprement dit. Et on en a discuté, on a fait un colloque l'an dernier à Toulouse, pas Toulouse, on a fait un colloque à Nantes, il y avait une équipe de Toulouse qui montrait comment ça avait été compliqué pour eux de garder un vieux monsieur, ils y étaient arrivés parce qu'il y avait une infirmière dans les retraités, ils l'avaient gardé jusqu'au bout. Ça pose le problème de l'habitat inclusif. Est-ce qu'on pourra garder les gens jusqu'au bout, notamment si ils ont des problèmes psychiques? Eh ben oui. L'habitat inclusif n'est pas la réponse. C'est une des réponses possibles. C'est ça qu'il faut entendre. Tu vois? N'en faisons pas la réponse. On est sur l'éthique. Il y a des gens qui vieillissent mal, pour lesquels que le domicile, l'EHPAD, l'hôpital, il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce qu'on peut accepter ça? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais je rappelle que ces gens-là sont minoritaires. N'en faisons pas la majorité, mais ça existe. Et c'est ces gens-là qui nous affrontent à notre impuissance. Allons-y, à notre impuissance. Oui, moi, ce que tu disais, ça me fait penser, c'est la disparition progressive des soins de longue durée. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'était utilisé parfois comme une alternative à l'EHPAD, c'est vrai, mais en même temps, on a besoin de patients qui restent longtemps à l'hôpital. On a besoin de ça. On galère. Quand on essaye de les faire en EHPAD, c'est l'inverse. Je ne suis pas d'accord. Mais tu peux ne pas être d'accord. Mais parce que qui suis sur le terrain, concrètement, moi je trouve que c'est dommage que pour moi la solution c'est peut-être pas médicaliser les EHPAD, surmédicaliser, mais le problème c'est que quand ils ont un problème de santé qui nécessite un peu plus de soins, les envoyer à l'hôpital, on le voit bien et je le constate au quotidien, ils sont aujourd'hui, c'est même d'accueil, l'hôpital va tellement mal qu'en fait quand ils y vont, mais c'est une catastrophe. Quand ils reviennent, ils sont encore plus mal que quand ils sont partis. Donc moi je dirais plutôt que faut penser aux équipes mobiles extra-hospitalières, aux soins palliatifs, qui viennent maintenant dans les EHPAD et qui apportent une réponse finalement sur différents plans et qui permettent de maintenir le chez-soi, le lieu de vie, tout en apportant une expertise. Les HAD qui maintenant on sait dans les EHPAD de parce que c'est vrai que d'aller à l'hôpital aujourd'hui, franchement, c'est pas la bonne solution. Enfin, en tout cas, sur le terrain, de passer vers les urgences, de passer vers un service. Mais je peux être que d'accord avec toi. Ce que tu dis, moi j'ai travaillé avec Bretonneau. Il se trouve que le 17e, j'étais à côté de Bretonneau. Quand Bretonneau s'est ouvert en 2001.
Bretonneux avait une équipe médicale mobile. Moi, je faisais appel. Simplement, ce que tu dis, ces équipes-là, elles peuvent aussi bien aller en EHPAD qu'à domicile. Pour moi, c'est pas ce que j'entends médicaliser l'EHPAD, tu comprends? Tandis que quand j'entends Jean-Del, par exemple, qui est un gériatre, il veut médicaliser l'EHPAD. Et ça, c'est une connerie. Mais par contre, que tu me dises, ça dépend aussi du médecin co. Hein, tu as des médecins co qui sont plus intelligents que d'autres. Quand il y en a, comme tu dis. Non, mais c'est ça. Mais ce que tu dis, tu vois, avoir des équipes de soins palliatifs à domicile, on est d'accord, plus tu auras de gens qui pourront, et en plus, ça rompt la dichotomie entre le domicile et l'EHPAD, tu vois. Je ne peux être que d'accord avec toi, mais c'est pas ce que j'appelle médicaliser l'EHPAD. Quand je vois un rapport de Olivier Guérin et de Jean Del, là, ils voudraient avoir plus de soins dans l'EHPAD. Et que l'EHPAD devienne lui-même un pôle de soins. Non, mais... Non, mais après, il faut aussi avoir des compétences aussi, parce que le problème, c'est plus savoir si on fait, encore une fois, on revient sur la formation des soignants, au secours. Ouais. Il y avait d'ailleurs une remarque, question de Margot de nouveau sur la formation des équipes. Et elle dit voilà, c'est primordial, pas seulement une formation théorique, mais aussi psychologique. Un questionnement et une réflexion sur les enjeux auxquels les professionnels sont. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je reviendrai sur quelque chose que vous avez dit au début, c'est les équipes. Quelles équipes? Parce que là encore, je veux dire, dans le service d'aide à domicile, le turnover, moi je travaille en SSR, donc les gens me racontent à domicile. Bien sûr. Leur problème aux gens, c'est que c'est jamais la même. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Et que là, quand on leur propose ça et qu'ils l'ont vécu, ils disent vous me parlez. Mais à la limite, à l'EHPAD, c'est la même chose. C'est pas la même aide-soignante qui va venir tous les jours pour faire la toilette. Et ça pose problème, je veux dire. Donc, et les équipes, il faut les chercher, et la formation de ces équipes, quoi. On est bien d'accord. Après, on va de question en question. C'est de la bonne socio, hein, t'as vu, on va de question en question. Après, moi, je trouve qu'il y a comme aussi pareil, sur tous les EHPAD avec qui on travaille, moi, il y a quelque chose qui est maintenant qui ressort et qui est véridique. La personne ne veut pas rentrer en EHPAD, l'EHPAD refuse. Alors, moi, je travaille avec des EHPAD. Est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans cette EHPAD? Est-ce que vous êtes d'accord pour le projet? Non. Et je me regarde, pourquoi vous avez fait une visite de préavis? Mais ça, c'est nouveau. Parce que, en revanche, avant, tu allais en EHPAD et tu demandais aux gens s'ils étaient d'accord pour être là, et ils répondaient non. Ce qui voulait dire que, techniquement, ces gens avaient été raptés, enlevés, bien sûr. et ils étaient séquestrés. Donc, il y a quand même, encore une fois, on a dit qu'on parlait de positif. Non, mais tu as. On parlait de bientraitance dans un EHPAD, tu n'as que des gens qui veulent pas être là. Après, nous, je travaille avec. Alors, après, moi, c'est vraiment. Alors, ce que je fais, c'est que quand la personne dit non, mais tu sais qu'il y a des problématiques. Parce que là, par exemple, il y avait cas d'un patient qui était dans un foyer post-cure, donc ça fait à peu près 15 ans qu'il était dans un foyer post-cure, donc en psychiatrie, voilà, qui est un EHPAD juste à côté de mon travail. Donc, moi, en fait, moi, ce que j'ai réfléchi, c'est qu'il était d'accord, et puis le jour où il s'est présenté en visite de préadmission, il n'était plus d'accord. Ce qui arrive. Et du coup, on n'a pas dit, ça ne sera pas un mot définitif, on a proposé un temps d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il aille sur des temps de repas, qu'il aille sur des temps d'activité, pour justement se rendre compte de ce qui se passe et après donner son avis. Finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ce patient a accepté. Donc, c'était l'évolution c'est en fin de compte, oui, j'ai mangé, j'ai eu des activités, finalement, je connais très bien. En fin de compte, je peux sortir de cette EHPAD. Ce n'est pas une prison, je peux aller dehors, il y a toute liberté. Et en fait, il a dit en fait oui. Et même on avait pensé à un temps de nuit pour parce que l'équipe, à l'inverse, eux étaient réticents de l'accueillir parce que c'était un patient bipolaire, assez imposant au médical. Donc en fait, ils ont eu peur de ce patient. Et tout le travail a été d'acceptation du patient de l'EHPAD, mais aussi de l'EHPAD qui accepte et qui va bien l'accueillir, ce patient. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on a demandé des temps de nuit, c'était fini parce qu'en fait, c'était payant et ça bloque le profit de l'établissement de santé. Et tout le travail qu'on avait fait a été mis. Donc voilà, donc moi, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces passerelles du domicile, casser le d'EHPAD, il ne se passe rien. Et moi, à l'inverse, j'ai fait sortir. Et des passerelles aller-retour, tu vois. Moi, j'ai une patiente qui rentre. Des passerelles aller-retour, de permettre à des gens de revenir en arrière. Mais ce qui est arrivé dans cette étape, les patients étaient rentrés en J3 à cette époque-là, et a repris et elle est sortie en exercice en résidence autonomie, dans un lieu de rapprochement familial. Donc c'était pour déconstruire aussi que l'EHPAD, c'est pas une finalité. Mais ça, c'est un travail de. Il y a Sylvie qui disait sur les défis de la politique domiciliaire, il y avait des choses intéressantes et nuancées dans le rapport IGAS de février 2024.
Oui. Le lieu de vie et accompagnement Oui. des personnes âgées en perte d'autonomie. Oui. Alors, ce rapport, tu as tout à fait raison. Ce rapport, je l'ai encensé. Et d'ailleurs, j'ai eu la réponse. Il y a un des rapporteurs qui s'appelle Jean-Baptiste Frossard, je crois, qui d'ailleurs est un politique qui a démissionné. Je l'ai lu attentivement. Je l'ai encensé et un des rapporteurs m'a dit, venant de vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, il m'a dit, lisez particulièrement l'annexe 2 ou 3, je pourrais plus te dire, et j'ai lu l'annexe, je lui ai envoyé un compte rendu, mais c'est un des meilleurs rapports que je n'ai jamais vu depuis très longtemps. Je signe entièrement. Rapport de l'IGAS de février 2024. Absolument. Absolument. Merci de la réflexion. Isabelle qui dit bonjour Bernard, je comprends parfaitement ton point de vue sur le privé commercial, mais force est de constater que ce n'est pas illégal, comme pour les écoles, les crèches ou le transport, puisque l'État s'est désengagé. Par ailleurs, des acteurs privés font aussi du bon travail, ce clivage n'est pas toujours pertinent. Non, mais alors là, je signe entièrement. Je signe entièrement là-dessus. Il y a une position de principe. Moi, j'ai une position de principe psychorigide, c'est que je trouve que le lucratif n'a pas à venir faire du fric dans un secteur où les gens vont mal. C'est un problème de principe. Je crois que la France insoumise a développé quelque chose comme ça. Ce que disait j'ai entendu la fille, la réalisatrice, elle était sur France Info l'autre jour, j'ai pas regardé je vais podcaster le truc sur Arte. En 80, la libéralisation du secteur est intervenue en 97 avec Juppé. Sur le principe, je pense qu'effectivement, maintenant que dans certains secteurs des établissements lucratifs, j'en connais beaucoup. J'ai des anciens étudiants qui sont chez Petit-Fils à Lille, en aide à domicile. Petit-Fils, c'est la succursale de Corian pour le domicile. Qu'il y ait du lucratif qui fasse du meilleur boulot que de l'associatif ou du public, oui. Oui. Mais sur le principe, je trouve que c'est un peu embêtant qu'on laisse faire des bénéfices colossaux à des groupes. Ma deuxième fille étant à la BNP Paribas, il y a suffisamment d'endroits où on peut aller bosser pour faire du fric. Voilà. Mais de reconnaître que c'est une opposition stérile. Moi, je pense à une association d'aide à domicile qui s'appelle Senior Compagnie, qui était dans le 17e, qui travaillait très bien. On est d'accord là-dessus. Mais bon, je suis caricatural. Hein. Voilà. Faut en prendre et en laisser. Oui, c'est ça. On fait des raccourcis parfois, et puis moi je pense, comme tu le soulignais, c'est aussi une question de principe. Au niveau du principe. Ouais. C'est-à-dire qu'aller gagner de l'argent à un endroit où effectivement on gagne de la vulnérabilité. Mais où c'est qu'on fait de l'argent? C'est comme ça qu'il y a fort longtemps, le CNR, le premier, il avait dit on va créer un régime de solidarité où tout le monde cotise et où on est solidaire. Et les gens qui ont besoin. Ça marchait. Hein. Non, mais la question que tu poses, si tu vas au Danemark, qui est le pays phare, tu t'aperçois que au niveau des impôts, tu t'aperçois que le Danemark met 2 fois plus que nous en matière de politique et que c'est pris sur les impôts des citoyens. C'est un choix politique, tu vois, c'est un choix social-démocrate. Effectivement, là où on dépense 1,2 de PIB, le Danemark dépense 2,5. Et quand tu vas au Danemark, le taux d'imposition est très 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 fort. Et il y a un consensus au Danemark pour que pour qu'on soit solidaire sur les gens. C'est le principe de la sécu. Hein. Et le taux de précarité là-bas, il est comment? Je pourrais pas. Les inégalités entre aussi la précarité sociale qu'il peut y avoir en France par rapport à d'autres pays comme le Danemark, peut-être moins, parce qu'on impose des gens qui gagnent. Oui, alors, mais tu as raison, les comparaisons européennes sont très dangereuses, parce que premièrement, le Danemark, c'est 7 millions d'habitants, et tu ne compares pas un pays de 7 millions d'habitants avec 67 millions. Deuxièmement, on a toute une histoire, on a fait toute une histoire du modèle scandinave, et le modèle, j'ai un truc, le jour, la Suède, ça se casse la gueule. Ce sont les libéraux qui sont arrivés en Suède, et le Danemark, c'est un petit îlot qui résiste. Mais non, moi, ce que j'aime bien, par contre, qui est le meilleur exemple pour moi, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, où tu as plus de solidarité, et les Länder ont une certaine autonomie locale. Mais nous, on a été Hambourg, qui est un land extrêmement riche. Les inégalités en Allemagne, elles existent aussi, hein, tu vois. Il n'y a aucune solution miracle.
Mais c'est intéressant, nous on parle du Danemark, moi j'étais au Danemark il y a 30 ans. Mais juste pour revenir sur ce que tu dis, là on revient aux questions, moi je suis assez négatif par rapport à la vision globale des politiques publiques. Que localement, il y a des choses qui bougent et qui avancent grâce aux gens, oui, oui, oui. Les gens s'organisent sur le terrain, ils font avec les moyens du bord et on progresse. Et c'est ça qui me fait que je continue à me battre, tu vois. Mais globalement, au niveau des politiques publiques, on est en régression. Voilà, c'est tout. Pour faire le correctif. Oui, c'est ça. Et puis moi, je dirais, en termes de comparaison, c'est vrai que les comparaisons entre pays, même des pays européens, c'est toujours assez complexe. C'est très complexe. Ce qu'on peut éventuellement comparer, et même, c'est-à-dire comparer la France, par exemple, des années 60 à la France en 2020, c'est très difficile. En revanche, il y a quand même des points sur lesquels on sait, et c'est des leviers politiques, c'est le ratio entre, par exemple, ce que rapporte le travail et ce que rapporte le capital. Par exemple. Et que là-dessus, bah, effectivement, il y a eu des vrais changements. La société n'est plus du tout la même. Ce qui veut dire aussi que les travaux du CNR d'origine, du Conseil national de la résistance, sur comment ils allaient financer un régime de solidarité, ils le finançaient sur le travail des gens. Parce qu'effectivement, ils imaginaient qu'ils allaient avoir 30 ans de croissance. Le peuple, il avait eu. Le truc, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Et donc, en fait, il y a un vrai truc à repenser complètement sur comment le financement de la sécurité sociale, c'est un cauchemar, en fait. C'est à repenser totalement. Mais avec cette question, ne c'est pas que l'argent n'existe pas. Pour rappel, hein, continue d'en produire. Ben, il faut repenser, enfin bon, c'est le discours de la France insoumise, hein, que je partage moyennement, pas tout le temps, mais quand tu regardes aujourd'hui, quand tu vois que les entreprises du CAC 40, bon, ma deuxième fille étant à la BNP Paribas, je suis bien placé. La BNP Paribas est la deuxième derrière Total à faire 20 milliards de bénéfices par an. Quand tu vois que les entreprises du CAC 40, elles ont fait 50% de plus de bénéfices que l'an dernier, et qu'on n'est pas capable d'en redistribuer une partie sur le secteur sanitaire et social, ça interroge, c'est tout, de façon caricaturale. Ça interroge les taxes sur les super bénéfices que d'autres pays européens ont choisi et que nous n'avons pas choisi, notamment dans le secteur de l'énergie. Tu vois, t'es obligé, en partant du bas, t'es obligé de te poser des questions comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, on est quand même. T'es obligé de te poser des questions comme ça. Ces questions-là, au moins à un degré, et c'est bien, en même temps, mais quand tu fais ça aujourd'hui, t'es le gaucho de service. Ben, je suis le gaucho de service. Oh, non, mais moi je connais ma réputation. Hein. Ben allons-y, je suis le gaucho de service. Je pense que c'est pas une mauvaise question que de se poser l'impôt sur les gens qui se sont fait des trésors sur l'énergie. Enfin bon, hein. La France n'a pas voulu, d'autres pays européens ont choisi ce choix-là, tu vois. Oui, c'est ça, sans dire gauche, droite. Oui, non, d'autres pays ont fait ce choix. Dans l'idée de ce qu'on affecte des richesses produites en France à la solidarité autour de lignes, c'est la même chose. Parce que si tu veux, ce qui est important, c'est qu'il ne nous faut pas grand-chose. Il faut pas oublier, tu vois, moi, dans tout le secteur dont je vous parle, aujourd'hui, j'ai dit, bon, le budget de ce qu'on appelle la dépendance, ça doit être à peu près 30 milliards, à peine. Nous, on dit, il nous faudrait, grosso modo, dans notre secteur, 5 milliards en plus. Quand tu mets 5 milliards par rapport à la dette de 3 000 milliards, tu vois, il faut relativiser. Et si tu me donnes 5 000 milliards, si tu me donnes 5 milliards, pas 5 000, si tu me donnes 5 milliards, les Suisses ont montré que si effectivement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on est plus près des gens, on est plus près de ce qu'ils veulent, ils bouffent moins de médicaments, ils vont moins à l'hosto, ils vont mieux, les familles sont, et on fait des économies de dépenses de santé identiques. Tu comprends? Là, on est dans des calculs, et ces calculs ont été faits par les Suisses. Si on, mais non, mais ils ont été faits par les Suisses. Si tu investis dans le salaire des aides à domicile, si tu investis dans le fonctionnement des équipes, tu rassures tout le monde, tu rassures les familles, tu rassures les vieux. En EHPAD, un vieux, il consomme en moyenne 10 médicaments. Les gériatres te disent au bout de 5, la iatrogénie, elle est forcément présente. Tu comprends? Regarde ce que la France dépense en matière de psychotropes. C'est pas à vous que je vais dire ça. Hein? Bon. Voilà. Ça veut dire que si tu veux, mon discours n'est pas utopique. On peut investir dans ce secteur-là et globalement, l'ensemble de la nation en profite. C'est tout. Ouais. Alors, une remarque de Margot. Je pense également, mais tout à l'heure, vous parlez de l'insalubrité et des conditions sociales insécures au quotidien pour les personnes qui vont à domicile, souvent isolées. Les professionnels sociaux, tels que les CCAS ou les CLIC, pourraient avoir besoin d'être mieux formés et informés sur les orientations auprès des familles pour dédramatiser, comme on le disait tout à l'heure, sur ces situations, tout en les orientant. Mais ça, c'était
C'est aussi pour ça qu'on fait ce séminaire. Hein, voilà. Non, non, mais Notre point de départ. c'est vachement important ça. La porte d'entrée, c'est ce qu'elle dit là est très important. La porte d'entrée d'une personne aujourd'hui qui ne sait pas où aller, elle va au CCAS. Donc les CCAS, ils font leur boulot comme ils peuvent. Et les clics qui ont été créés en 2000 par Paulette Guinchard-Kunstler, dont je salue la mémoire, elle est partie se faire euthanasier en Suisse, hélas, Paulette. Les clics étaient une très très bonne initiative locale de renseignement des gens. Les clics ont été financés comme souvent par l'État pendant un bout de temps, et puis à un moment donné, l'État a arrêté ses financements, il a refilé au département, et je vois moi, mon département de la Nièvre, eh ben ils ont fermé les 3 clics. Et merde. Ça veut dire que tout l'investissement qu'on avait pu faire, qu'il fallait faire en matière, et qu'il aurait fallu continuer en matière de formation, s'est arrêté parce qu'on a créé les DAC aujourd'hui. On a créé les dispositifs d'accompagnement. Moi, j'étais coordonnateur pendant 17 ans dans mon arrondissement. Coordonnateur de 81, Nicole Questiot. Là, ça change tous les 3 ans. On décourage les professionnels qui, comme dit Margot très bien, devraient être beaucoup mieux épaulés, beaucoup mieux formés. Et on ferait des économies avec une bonne orientation au départ. On est d'accord. On est d'accord. À qui peut-on dire ça? À qui peut-on dire ça? À qui peut-on dire qu'il faut investir sur les CCAS et sur les clics? Voilà. La réponse est là. La réponse est là. Alors c'est vrai que beaucoup de clics sont absorbés par le DAC, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément perdu les clics, etc. Ouais. Mais. Et puis ça tire du côté ARS quand même les DAC. Oui. Et puis, alors moi je vois bien les départements me disent, moi je discute avec mon président de conseil départemental dans la Nièvre, là, parce que quand tu es au local tu peux discuter. Il me dit qu'est-ce que tu veux Bernard? On me demande de faire des choses et j'ai pas le fric. Je fais quoi? Les départements sont en très grande difficulté actuellement. Alors, on nous parle des CRT ensuite. Il y a Margot et Thomas, Maxime aussi, qui peuvent être des passerelles intéressantes. C'est d'ailleurs une destination pour un passage à tout simple de domicile à l'EHPAD. Et puis on dit, d'après vous, quelle doit être l'articulation des SAD et SIAD avec les CRT et les futurs services publics départementaux de l'autonomie? J'en sais rien. Non, mais effectivement, non, mais on a toujours de bonnes idées. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la branche autonomie qui fonctionne mal, qui fonctionne pas suffisamment, de mon point de vue. Et donc, je sais plus comment il s'appelle, là, Libaud, c'est Libaud, je crois, il a refait un rapport. Celui qui avait fait son rapport Grand Âge et Autonomie, c'est Libaud qui a dit, je crois, oui, ou c'est peut-être pas lui, mais peu importe, il faut créer un service départemental de l'autonomie. Qui, bon, ça fait un nombre de départements où je connais où il y a des maisons de l'autonomie. Je pense notamment, c'était le Gard, où il y avait plus le service personnes âgées et le service personnes handicapées, il y avait un service autonomie. Où, c'était intéressant, les équipes d'évaluation étaient polyvalentes. Tiens donc, intéressant, une équipe polyvalente. Donc, là aussi, il y a plein d'initiatives. Le service public territorial de l'autonomie, moi, j'ai rien lu de très concret, mais c'est le problème de la coordination. Si tu veux, moi, je l'avais écrit quand j'étais coordonnateur. D'un certain côté, on te dit faut se coordonner, et tu as un gouvernement qui, dès qu'il peut, crée une nouvelle entité. C'est complètement con. C'est complètement con. C'est pareil, il faut que les professions soient beaucoup plus polyvalentes. Ça fait des années qu'on demande que les aides à domicile soient polyvalentes avec les aides soignantes. On a réussi à ce que les AMP, on a réussi à ce que quand j'ai commencé, il y avait les aides médico-psychologiques, les aides à domicile, et puis les aides soignantes. On a réussi à ce que AMP et aide à domicile ne soient plus qu'une profession. Ça fait des années que j'entends dire qu'il faut que le sanitaire et le social se retrouvent à travers une profession qui serait polyvalente. Plus on multiplie les structures, plus on complique la tâche des gens. Mais on est d'accord que le service de l'autonomie, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? De la coordination. Et vous savez qu'en France, chacun est dans son précaré. Chacun est dans son précaré. Moi, le service public territorial de l'autonomie, je crois qu'il y a 18 départements qui font une expérimentation. J'en entends pas parler. Il y a 18 départements qui expérimentent. Je sais pas où on en est. Maxime qui dit par ailleurs, le dépistage de la perte d'autonomie et les actions de prévention ne sont-elles pas une solution à l'entrée précoce dans la dépendance? Alors, oui. Comment on évalue une action de prévention? Déjà, on est reparti pour une heure. Bah, tu sais que dans la loi, dans je sais pas quelle loi, là, il y a 3 visites qui sont prévues, notamment systématiques, notamment une à 65 ans.
Ce qu'on sait très bien, et bon, on est tous là, c'est que les gens, ils attendent le dernier moment parce que c'est pas sûr que demain ça ira mal. Et c'est vrai que la question de la prévention, oui, on en parle beaucoup. Alors, il y a une prévention qui se développe beaucoup quand même aujourd'hui, non pas tant d'ailleurs auprès des gens que c'est ma prime rénove, c'est au niveau du domicile. Réfléchissez si votre domicile actuellement, tel qu'il est, il vous permettra de rester chez vous si vous devenez en situation de handicap. Moi, c'est un truc auquel on a pensé. Moi, j'ai fait venir une architecte là dans ma maison de campagne où il y a un étage et tout ça. Et elle m'a dit, s'il y a un problème, si vous êtes en fauteuil roulant, on pourra faire ci et ça. On va pas le faire tout de suite, mais on pourra le faire. Les gens ont beaucoup de mal, et moi le premier, et vous aussi sans doute, à vous imaginer déglinguer. Les gens ont beaucoup de mal. Ok. Bon. Il a fallu que j'ai mal à la jambe depuis 1 an, que ça tirait un peu pour que j'aille faire une radio et que je m'aperçoive que quand même il y a de l'arthrose et que ça serait bien de faire maintenant plutôt que d'attendre de 10 ans. Mais et je crois. Alors on est d'accord, hein. Il y a pas de culture de la prévention. Il y a pas de culture de la prévention en France. C'est clair. Elle se développe quand même beaucoup. Alors il y a beaucoup de choses. Alors attention parce que c'est un peu à la hussarde. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le roi Merlin là-dessus. N'allons pas chez les gens tout casser leur baignoire systématiquement, mettre des douches. Attention, n'allons pas mettre des barres d'appui et tout ça, parce que les gens disent je suis plus chez moi, je suis à l'hôpital. Mais il y a effectivement toute une réflexion aujourd'hui sur l'aménagement du domicile pour qu'on puisse vieillir avec des incapacités de la vie quotidienne. Les montes-escaliers, tout ça. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, et le roi Merlin Sourd, ça fait beaucoup pour ça. Ça, c'est quand même un gros progrès. Beaucoup pour ça. Alors, Margot revient sur, parce qu'on parlait des lenders allemands, donc elle dit ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les lenders allemands sont uniformes de l'un à l'autre, parce qu'on voit bien en France, c'est très disparate et inégal d'un territoire à l'autre, pas uniquement sur les déserts médicaux, mais aussi si on prend la mise en place des DAC entre l'Île-de-France et le sud de la France, c'est très différent parce que les départements ne sont pas homogènes dans leurs décisions. Ce qui fait que des territoires semblent plus efficaces sur leur politique domicile par rapport à d'autres, alors que nous sommes anciens du même pays. Il y a d'ailleurs Stéphanie qui disait pour info, en Alsace, les Mayas ont été maintenus en plus des dates. Ouais. Je ne savais pas. Ah oui. Il y a même des Oui. Pas mal ça. Ouais. Mais alors du coup, sur cette question d'homogénéité. Alors bon, il faut dire à Margot que l'égalité, ça n'existe pas. Alors, bien sûr que les lenders, je ne sais pas combien il y a de lenders. Je ne sais pas si c'est 15 ou quelque chose comme ça, peu importe. Nous, j'ai cité Hambourg. Hambourg, c'est la ville la plus riche d'Allemagne, 1 800 000 habitants. C'est une ville, un land. Hambourg, ils font des trucs extraordinaires, avec une équipe municipale remarquable. Mais en France, il y a 101 départements, il y a 101 politiques gérontologiques. En même temps, c'est une bonne chose. En même temps, c'est ce que j'ai appelé l'inégalité légalisée. Comment tu fais? C'est un vrai problème auquel je ne peux pas répondre. Comment tu fais sur un pays pour introduire une égalité minimale tout en respectant les disparités de chaque département, y compris à l'intérieur d'un département? Moi, je vois le département de la Nièvre, c'est 200 000 habitants. C'est un arrondissement de Paris. Entre le Morvan profond et une ville comme Nevers ou une ville comme la Charité, les conditions de vie des gens qui sont restés enclavés dans le Morvan ne peuvent pas être comparées aux conditions de vie des gens qui habitent dans une ville comme Nevers de 30 000 habitants. Comment tu fais, et je ne sais pas répondre, comment tu fais pour limiter les inégalités? Pour limiter les inégalités. Mais en même temps, on ne va pas traiter les gens de Marseille, et surtout Marseille, comme les gens de Brest. Et donc, il faut la départementalisation a eu ça de bon qu'elle a dit on va rapprocher la décision des gens auxquels elle s'applique. Ok. Sauf que les départements n'ont pas assez de fric et que même à l'intérieur de départements, c'est très inhomogène. C'est très inhomogène. Donc, la question que tu poses, Margot, c'est la quadrature du cercle, parce que ou bien c'est Paris qui règle tout et on dit c'est du jacobinisme, et on dit les Parisiens nous font chier, parce que la même règle s'applique à Brest, à Paris. Pour un certain nombre de choses, c'est vrai. Pour d'autres choses, ça peut pas être vrai. T'as des endroits où une solidarité
où tu as des endroits où il y a des historiques de solidarité, où les gens se débrouillent pas mal. Par exemple, les EHPAD sont très mal répartis en France. Tu as 7500 EHPAD, ils sont très mal répartis. Tu as des endroits où il y a une sur-offre d'EHPAD, il y a des endroits où il n'y en a pas. Si tu vas à Nice, il y a une sur-offre hospitalière ou médicale. Ou alors, effectivement, c'est la question des déserts médicaux. Ou alors, effectivement, l'État intervient en disant autoritairement, c'est ce qui est en train de se passer, vous irez faire 3 ans d'internat, vous irez faire 3 ans de médecine générale à la Charité-sur-Loire et tout ça. C'est une question très 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 compliquée et forcément, je pense pas que le territoire allemand, les gens soient mieux traités en matière d'inégalité qu'en France. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Monique qui nous dit qu'en Moselle aussi, les manières ont été maintenues. Stéphanie qui rappelle l'information qu'il y a un financement départemental et ARS. Oui. Et Margot qui te remercie pour toutes ces réponses et réflexions. Margot qui disait tout à l'heure, j'arrête avec les questions. Alors il nous reste un tout petit peu de temps, oui. N'hésitez pas. Je voulais juste savoir avant, on parlait des pensions de famille. Oui. C'est la même chose que les habitats inclusifs. Ça existe plus. Si, alors c'est très intéressant ce que tu dis. J'ai découvert, alors je vous ai dit, j'ai été permanent chez les petits frères, j'ai gardé beaucoup de liens avec eux. Et les petits frères gèrent à 2 ou 3 endroits des pensions de famille. Et j'avais été à un colloque il y a quelques années à Angers, où j'avais découvert, alors les pensions de famille, c'était intéressant. Les pensions de famille, nous disait la personne qui gérait ça sur la ville d'Angers, c'était surtout des gens qui avaient été en partie SDF, qui venaient se sédentariser, et ils étaient contents de la pension de famille parce que quelque part ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Alors c'est minoritaire si tu veux, hein. C'est comme on n'en a pas parlé, c'est comme l'accueil familial. Il y a aussi l'accueil familial et il y a quelques pensions de famille qui existent encore. Voilà. Et il paraît que ça, si tu veux, l'intéressant de ce qu'on dit, c'est qu'en même temps, si on regarde dans les 50 dernières années, il y a une diversité des réponses possibles qui permettent un peu, si on veut être positif, un peu plus de libre choix que c'était où je reste chez moi, où je rentre à l'hospice du coin, ou à la maison de retraite, dans les années 50. Là, il y a une diversité. Tout à l'heure, tu as reparlé de résidence autonomie. Alors, je parle des résidences seniors. J'y vois pas beaucoup de bien. Mais la résidence senior, pour certaines personnes, à un certain moment de leur vie, peut être une réponse. En n'oubliant pas que peut-être ils ne pourront pas y rester. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, moi je le vois, c'est que quand tu avances en âge, à un moment donné, t'as pas envie forcément, c'est difficile déjà de quitter tes repères, si tu dois quitter chez toi, si tu dois refaire des repères quelque part, tu voudrais bien qu'ils soient définitifs et ne pas avoir à nouveau à en refaire d'autres. S'il y a quelque chose qui caractérise l'avance en âge, c'est sans doute ça. Alors après, en dispositif nouveau, il y a les SRAB. Les services renforcés à domicile. Oui. Des EHPAD pour aller vers le domicile, pour justement renforcer leur domicile. Oui. Et puis, avec des ergothérapeutes, avec oui. C'est une réponse qui est... Mais oui, mais je dis oui. Il y a aussi les SIAD de nuit. Il y a 2 SIAD de nuit à Paris. En Allemagne, j'ai vendu ça l'autre jour à je sais pas qui. En Allemagne, génial. Bielefeld, 400 000 habitants. Ville du centre de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a une ville. Le maire, là, je sais plus comment ça s'appelle en Allemagne, c'est pas le Bourgmestre, le maire nous dit, j'ai fait des cercles d'1 kilomètre de diamètre. Très intéressant. Voilà. 1 kilomètre de diamètre. Au centre de chacun de ces cercles, j'ai mis un service permanent d'aide et de soins à domicile. Génial, le mec, permanent, qui fait lieu d'animation. À tout moment, les gens peuvent être en liaison téléphonique. À tout moment du jour et de la nuit, on peut être chez les gens en 5 minutes. Génial. Ça sécurise les professionnels, ça sécurise les vieux, ça sécurise les familles. Faisons du Bielefeld. Écoute, mais non, mais tu vois, non, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en France? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Ce que j'ai appris récemment, c'est que, par exemple, la remédiation cognitive, nous, ça passe par l'ESA, donc les spécialistes Alzheimer, il y en a très peu, enfin, c'est une galère. Et au Portugal, apparemment, descendre la rue, il y a
il y a des centres comme ça dans les villes pour faire de la remédiation cognitive pour les personnes âgées. Ils n'ont pas besoin d'attendre des mois. Ils ont une autre approche aussi parce que, en particulier, il y a aussi des situations Ce truc de Bielefeld, alors après, ça pose des problèmes peut-être en zone rurale, mais déjà en zone urbaine, alors tu vois, ça s'est fait dans une ville d'Allemagne, mais moi, ça fait des années que je prêche, si tu veux, quand le service d'aide à domicile fermait à 7 heures ou quand le service de soins ferme à 8 heures, les gens, ils sont tout seuls jusqu'à 8 heures du matin. Mais ça serait intéressant de leur poser la question combien ils les payent et pour les gens qui travaillent, pourquoi ils ont choisi. Enfin, non, mais ça serait intéressant de recherche de pourquoi nous on trouve personne qui. Moi, je suis sûr il faut qu'ils payent bien les gens, mais je suis sûr qu'ils font des économies parce que il y a des gens qui vont recourir aux urgences à 2 heures du matin. Les gens vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Tu comprends? Ça veut dire que moi, c'est la chose la plus, quand j'étais en Allemagne, c'est la chose qui m'a sauté aux yeux, là, des choses simples. Pourquoi? Et moi, ça fait des années que je dis, il faut des services. À un moment donné, moi, quand j'étais parti du Paris, là, il y avait dans le 12e, il y avait un service de nuit, vachement bien, des passages programmés ou même des passages, simplement à Paris pour travailler de nuit, il faut être 2. Et sur simple bip, les gens qui étaient tombés chez eux, eh ben, ils allaient les remonter dans leur lit. Ça supprime des passages hospitaliers. Ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui part de l'EHPAD pour l'hosto, on sait très bien qu'il y a des chances qu'on s'en occupe pas. Au bout de 8 jours d'hosto, il pourra plus marcher. Ça a été démontré. C'est tout. Non seulement il va coûter 1000 ou 1500 euros par jour, et en plus il pourra plus marcher. Mais on connaît ça par cœur. On connaît ça par cœur. Moi, la question, c'est à qui faut-il dire ça en France pour que les choses bougent? J'avais rencontré, il y a 4-5 ans, j'avais rencontré le président à Lyon, j'ai oublié comment ça s'appelle, les nouveaux trucs, là, comment ça s'appelle? La nouvelle entité, là. Ah, peu importe. Ils ont créé un nouveau, t'as la ville, le département, l'État, et entre eux, non! Ils ont créé un nouveau truc, non, c'est pas possible. Si, entre le département et l'État, t'as un grand truc, là, ça s'appelle comment? Ah, je sais plus. Pas une communauté, là? Écoutez. Non. Un truc, c'est un échelon administratif. Un 5e échelon administratif. C'est aussi le problème français. En Europe, tu as 3 échelons. La ville, la région, l'État. En France, tu as l'échelon de trop, c'est le département. On sait que l'action aujourd'hui, elle est faite essentiellement par les villes, par les CCAS. Les départements, ils font pas grand-chose, ils donnent du fric. Après, tu as la région. Alors, c'est fou que je ne trouve plus ce nom-là. Donc, c'est un échelon qui existe depuis 4-5 ans, qui existe dans les grandes villes. Métropole. Vous connaissez pas l'échelon, vous connaissez pas la métropole? La métropole, c'est un échelon, et donc il y a une métropole de Lyon. Métropole de Lyon qui couvre Lyon. Oui, qui couvre tout. Non, c'est ce qu'on appelle une métropole. Si tu veux, c'est un échelon. Si tu mets métropole, regarde. Et donc, je rencontre le président de la métropole. C'était très intéressant. C'était un ancien infirmier libéral. Il me dit, il me fait venir à Lyon. Il me dit, qu'est-ce que vous avez appris dans votre voyage d'études? J'ai dit, le truc allemand. Il m'a dit, c'est génial. Je vais le mettre en place. Je sais pas s'il l'a fait. Donc, président de la métropole de Lyon. Mais tu vois, il me dit pourquoi? Parce que je suis un infirmier libéral. Et je me rends compte de ce que c'est que la question quotidienne. Si t'as le mec qui sort de l'ENA, bonjour. Mais non, mais je caricature à peine. C'était la métropole de Lyon. Ouais, c'est ça, c'est la métropole. C'est une unité territoriale. C'est une collectivité qui existe depuis 4-5 ans. Voilà, c'est la métropole. Voilà. On va te remercier, Bernard, chaleureusement, c'était super, riche comme d'habitude. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez de chez vous. Notre prochain rendez-vous est quand? Je me tourne vers Chantal. C'est quoi, c'est au mois de juin? Ah, c'est au mois de juin, ça c'est un par mois, c'est sûr. C'est juin. Voilà, c'est ça. C'est le 14 juin avec Pierre Charazac. C'est qui? Pierre-Marie? Pierre-Marie? Charazac, c'est Pierre-Marie, parce qu'il y a aussi Madeleine Charazac. Il y a Madeleine qui bosse sur Pierre-Marie, il est super. Saint-Jean-de-Dieu. C'est ça. Saint-Jean-de-Dieu.
Et le Fatia qui dit merci, effectivement. Alors, merci à tous. Et puis, Ben, merci beaucoup. Hein. Oui, quand il sera publié. Pour l'instant, il n'y est pas. Et de toute façon, si vous voulez des choses, vous me mettez un message sur, si vous voulez des trucs, c'est très simple. Mon mail, c'est Bernard Ennuyé, tout attaché, gmail.com. Bernard Ennuyé, tout en minuscule. Et ça arrive chez moi. Et si vous voulez, vous avez parlé de ça, vous voulez tel truc, je vous l'envoie. Vous avez dit tel chiffre, je veux la référence. Ok, je fais ça très souvent avec mes étudiants. Côté des remerciements de beaucoup de nos participants, de Jacques. Ben, merci de m'avoir supporté. Le gaucho de service, vous saurez qui c'est maintenant. Pourquoi tu crois que